Le millionnaire a renvoyé une serveuse après l'avoir humiliée en public. Mais quelques jours plus tard, il est resté paralysé en voyant son fils dîner avec elle dans un restaurant de luxe. Le restaurant gastronomique de l'Hôtel Roche scintillait ce soir-là sous les lustres en cristal. Florence Castaigne, 25 ans, slalomait avec grâce entre les tables, son plateau à la main, ses cheveux châtains étaient tirés en un chignon strict, uniforme oblige. Elle travaillait ici depuis presque 2 ans. Et chaque jour était une épreuve et une bénédiction à la fois, l'épreuve de supporter le regard hautain des clients fortunés et la bénédiction d'un salaire qui payait les médicaments de sa grand-mère. Table 12, service prioritaire, investisseur de Shanghai, murmura Antoine, le maître d'hôtel. En lui tendant 2 bouteilles de vin rouge d'exception. « Ne te trompe pas, c'est du Romanée Conti à 2000 € la bouteille. » Florence hocha la tête. Elle connaissait l'importance de ces dîners d'affaires. Ce soir, la pression était palpable. Alain Roche lui-même était présent, chose rare depuis qu'il avait délégué la gestion quotidienne de l'hôtel à ses directeurs. Le propriétaire du groupe Roche, un empire hôtelier qui s'étendait dans toute l'Europe, n'apparaissait que pour les occasions spéciales ou pour réprimander sévèrement un employé. Florence l'avait aperçu 2 fois en 2 ans, et cela lui avait suffi. En approchant de la table, elle remarqua un jeune homme qu'elle n'avait jamais vu, assis légèrement en retrait, observant la scène avec curiosité. Il détonnait parmi ces hommes d'affaires d'âge mûr. Plus décontractés, le regard plus doux. Leurs yeux se croisèrent un instant. Florence détourna rapidement le regard, se concentrant sur sa tâche. L'atmosphère autour de la table était tendue. Alain Roche, la soixantaine autoritaire, le visage fermé, domptait la conversation de sa voix grave. En costume sur mesure bleu nuit, il était l'image même du pouvoir et de l'intransigeance. « Messieurs, nous parlons d'un investissement qui changera l'avenir du groupe Roche », disait-il en agitant légèrement son verre vide. Florence s'approcha délicatement pour le service. Présentant l'étiquette de la bouteille comme on le lui avait appris, elle commença à verser le vin. C'est alors que tout bascula. Un serveur la bouscula involontairement en passant derrière elle. Florence tenta de se stabiliser, mais le plateau s'inclina. Elle vit la scène au ralenti, le liquide pourpre jaillissant de la bouteille, dessinant une courbe parfaite dans l'air avant de s'écraser sur le costume d'Alain Roche. Quelques gouttes éclaboussèrent à même le visage du magnate. Le silence tomba brutalement sur la salle. Les conversations s'arrêtèrent net. Les couverts cessèrent de tinter contre la porcelaine fine. Florence resta pétrifiée, la bouteille encore inclinée dans sa main tremblante. « Je suis vraiment désolée, monsieur, » balbutia-t-elle. Alain Roche se leva lentement, les yeux rivés sur sa chemise blanche désormais maculée de rouge. Son visage vira au cramoisi. « Espèce d'incapable !» tonna-t-il, sa voix résonnant dans tout le restaurant. « Vous avez une idée de ce que vous venez de faire. Ce costume coûte plus cher que ce que vous gagnerez en 6 mois. » Florence sentit ses joues s'embraser. Des larmes menacèrent de jaillir, mais elle les retint de toutes ses forces. « Je vais chercher de quoi nettoyer, monsieur. Ne touchez à rien, » rugit-il. Puis, se tournant vers Antoine qui accourait déjà. « Cette fille est virée, immédiatement, je ne veux plus la voir. » Le jeune homme inconnu se leva, semblant vouloir intervenir. Mais Alain le foudroya du regard. « Assieds-toi, Maxime. Ce n'est pas ton affaire. » Florence sentit le sol se dérober sous ses pieds. Être renvoyée signifiait ne plus pouvoir payer les soins de sa grand-mère. C'était catastrophique. « Monsieur Roche, je vous en prie, c'était un accident, » tenta-t-elle d'une voix étranglée. Le magnate s'approcha d'elle, si près qu'elle pouvait sentir son haleine mêlée de vin et de cigares. « Vous êtes un désastre ambulant. Les gens comme vous ne sont bons qu'à servir. Et encore, mal. » Ces mots cinglèrent Florence comme une gifle, sous les regards mêlés de pitié et de malaise des clients et des autres employés. Elle retira son tablier, les mains tremblantes, et quitta la salle la tête haute malgré l'humiliation. Dans les vestiaires, elle s'effondra enfin, secouée de sanglots silencieux, 2 ans de travail acharné, de double service, de pourboires économisés, tout s'écroulait pour quelques gouttes de vin. « C'est injuste », murmura-t-elle en changeant de vêtements. La photo de sa grand-mère, glissée dans son portefeuille, semblait la regarder avec inquiétude. Comment allait-elle lui annoncer la nouvelle ? Quand elle sortit par la porte de service, l'air frais de la nuit lyonnaise lui gifla le visage. Les larmes avaient séché, laissant des traces salées sur ses joues. « Mademoiselle, attendez !»
Florence se retourna, le jeune homme de la table d'Alain Roche courait vers elle. De près, elle remarqua ses yeux bleus intenses, si différents de ceux, glacial, du magnate. « Je m'appelle Maxime », dit-il, légèrement essoufflé. « Ce qui vient de se passer là-dedans est inadmissible. Je tenais à m'excuser. »« Vous excusez », répliqua Florence, la voix encore rauque d'avoir pleuré. « Et pourquoi ? Ce n'est pas vous qui m'avez humiliée devant tout le monde. »« Non, mais... » Il hésita, semblant chercher ses mots. « Je me sens responsable. J'aurais dû intervenir. » Florence l'observa avec méfiance. « Vous êtes quoi pour lui, son fils ?» Le jeune homme tressaillit imperceptiblement. « Je suis un collaborateur. Je reviens de Barcelone pour l'aider dans ses affaires. » Il fouilla dans sa poche et en sortit une carte de visite qu'il lui tendit. « Appelez-moi demain. Je connais des gens dans la restauration qui cherchent du personnel qualifié. » Florence hésita avant de prendre la carte. « Pourquoi feriez-vous ça? Vous ne me connaissez même pas. Disons que je n'aime pas les injustices. » Il sourit, révélant des fossettes qui adoucissaient son visage. C'était. Et puis, ce n'est pas tous les jours qu'on voit quelqu'un tenir tête à Alain Roche, même silencieusement. Avant qu'elle puisse répondre, il ajouta « Je dois y retourner, mais appelez-moi, vraiment. » Florence le regarda s'éloigner, perplexe. La carte indiquait simplement Maxime et un numéro de téléphone. Pas de nom de famille, pas de titre. Le trajet jusqu'à son petit appartement de banlieue lui parut interminable. Les mots d'Alain Roche résonnaient encore dans sa tête. « Les gens comme vous ne sont bons qu'à servir. » Arrivée chez elle, Florence trouva sa grand-mère assoupie dans son fauteuil, un vieux châle sur les épaules. Marthe Castaigne avait élevé Florence après la mort de sa mère, Irène, à 75 ans. Elle luttait contre un cancer qui grignotait ses forces jour après jour. Florence déposa un baiser sur son front ridé. Comment lui annoncer qu'elle avait perdu son travail? Comment lui dire que les médicaments coûteux dont elle avait besoin seraient bientôt hors de portée? « C'est toi, ma petite ?» murmura Marthe en ouvrant les yeux. « Tu rentres tôt ce soir ?» Florence força un sourire. « J'ai pris ma soirée? Tu as pris tes médicaments ?»« Oui, oui. » La vieille dame plissa les yeux, scrutant le visage de sa petite fille. « Tu as pleuré? Que s'est-il passé ?» Florence s'assit sur le bras du fauteuil, prenant la main frêle de sa grand-mère dans la sienne. Impossible de lui mentir. Marthe lisait en elle comme dans un livre ouvert. « J'ai eu un petit accident au travail. Rien de grave. » Commença-t-elle, la gorge nouée. « Mais j'ai perdu mon emploi. » Les yeux de Marthe s'emplirent de tristesse. « Oh, ma chérie, ne t'inquiète pas, » la rassura Florence, serrant sa main un peu plus fort. « Je vais en trouver un autre. J'ai même déjà un contact. » Elle pensa à la carte de Maxime. Ce mystérieux jeune homme qui semblait vouloir l'aider, pouvait-elle vraiment lui faire confiance? Dans sa chambre, plus tard cette nuit-là, Florence sortit la photo de sa mère du tiroir de sa table de nuit. Irène Olmos souriait à l'objectif, ses longs cheveux châtains flottant dans le vent. Elle était morte d'une pneumonie quand Florence avait à peine 5 ans. Ne laissant derrière elle que quelques photos et un médaillon que Florence portait toujours. « Qu'aurais-tu fait, maman ?» murmura-t-elle en caressant l'image. Le silence de l'appartement fut sa seule réponse. Le lendemain matin, Florence se réveilla avec cette sensation familière d'un poids sur la poitrine. Les événements de la veille lui revinrent en mémoire, brutalement. Son renvoi, l'humiliation, et ce mystérieux Maxime qui lui avait tendu sa carte. Elle la retrouva sur sa table de nuit et l'examina à nouveau. Simple, élégante, minimaliste, juste un prénom et un numéro, aucune mention du groupe Roche. « Tu devrais l'appeler », dit Marthe en entrant dans la chambre avec une tasse de thé fumante. Sa démarche était lente, mais son regard toujours vif. « J'ai entendu votre conversation hier soir. » Florence soupira. « Je ne sais pas, mamie. Et s'il travaille vraiment pour Roche? S'il veut juste... Je ne sais pas. M'attirer des ennuis. Ma petite, dans notre situation, on ne peut pas se permettre le luxe de la méfiance. » Marthe s'assit sur le bord du lit, grimaçant légèrement en raison de ses articulations douloureuses. « Appelle-le, au pire, tu raccroches. » Après le départ de sa grand-mère, Florence fixa son téléphone pendant de longues minutes. Finalement, elle composa le numéro. « Allô ?» La voix de Maxime était exactement comme elle s'en souvenait. Chaude, posée. « C'est Florence, la serveuse d'hier soir. Florence. » Il semblait sincèrement heureux de l'entendre. « Je suis content que vous ayez appelé. Écoutez,
J'ai parlé à un ami qui possède un restaurant dans le 6e. Il cherche quelqu'un d'expérimenté. Vous pourriez le rencontrer aujourd'hui. » Florence hésita. C'était trop beau pour être vrai. « Pourquoi faites-vous ça pour moi ?» Un silence. Puis, « Disons que j'ai mes raisons de vouloir contrebalancer certaines injustices. Pouvez-vous être au Café des artistes à 14h ? J'y serai, répondit-elle, la curiosité l'emportant sur la méfiance. Le Café des artistes était un établissement élégant mais décontracté, bien loin du luxe ostentatoire de l'Hôtel Roche. Quand Florence entra, elle repéra immédiatement Maxime assis à une table près de la fenêtre. À ses côtés se trouvait un homme d'une 50aine d'années à l'allure joviale. « Florence, je vous présente Pierre Moreau, propriétaire de la Table de Pierre, » dit Maxime en se levant pour l'accueillir. Pierre lui serra la main chaleureusement. « Maxime m'a parlé de vous. Il paraît que vous avez travaillé 2 ans chez Roche. » Florence acquiesça, jetant un regard en coin à Maxime. Il ne lui avait pas dit qu'il la connaissait avant l'incident. « Eh bien, quiconque survit 2 ans dans cet endroit a ma considération, » poursuivit Pierre avec un rire franc. « J'ai besoin de quelqu'un dès demain. Le salaire est correct, et il y a les pourboires. Qu'en dites-vous » Tout se passa si vite que Florence en fut étourdie. Une demi-heure plus tard, elle avait un nouvel emploi. Pierre partit, la laissant seule avec Maxime. « Je ne sais pas comment vous remercier, » dit-elle. Encore incrédule, Maxime fit un geste désinvolte de la main. « Ne me remerciez pas. C'est Pierre qui a besoin de vous, pas l'inverse. Mais comment me connaissiez-vous avant hier soir ?» Il rougit légèrement. « J'ai dîné plusieurs fois à l'hôtel depuis mon retour de Barcelone. » J'ai remarqué votre professionnalisme. Florence n'était pas entièrement convaincue, mais elle ne poussa pas plus loin. Vous travaillez depuis longtemps avec Alain Roche. Une ombre passa sur le visage de Maxime. C'est compliqué. Disons que j'apprends à connaître ses méthodes. La conversation dévia vers des sujets plus légers. Florence apprit que Maxime avait 28 ans, qu'il avait étudié à HEC Paris, puis travaillé à Barcelone dans le secteur hôtelier. Il était revenu à Lyon il y a 3 semaines. « Et vous ?» demanda-t-il. « Comment une personne aussi, humaine, a atterri chez Roche ?» Florence sourit tristement. « Ma grand-mère est malade. Les factures s'accumulent. L'hôtel Roche payait bien et les pourboires étaient généreux. » Maxime sembla troublé par cette réponse. Il allait dire quelque chose quand son téléphone sonna. Il regarda l'écran et son visage se ferma. « Je dois prendre cet appel, » dit-il en se levant. « Je suis vraiment content que Pierre vous ait engagé. » Il s'éloigna pour répondre et Florence l'entendit malgré elle. « Oui, père, j'arrive tout de suite. »« Père !» Le cœur de Florence manqua un battement. Maxime lui avait menti. Il n'était pas un simple collaborateur d'Alain Roche. Il était son fils. Quand il revint, son expression était tendue. « Je dois y aller. Une réunion imprévue. »« Vous êtes le fils d'Alain Roche ?» lâcha Florence sans préambule. Maxime s'immobilisa, puis soupira profondément. « Oui, je suis désolée de ne pas vous l'avoir dit. J'avais peur que vous refusiez mon aide. » Florence se leva, furieuse. « Vous avez raison, j'aurais refusé. Je n'ai pas besoin de la charité des Roches. »« Ce n'est pas de la charité, » protesta Maxime. « Écoutez, je ne suis pas comme mon père. Je désapprouve totalement sa façon de traiter les gens. Alors pourquoi travaillez-vous pour lui ? » « Parce que... » Il hésita. « Parce que quelqu'un doit essayer de changer les choses de l'intérieur. » Quelque chose dans son regard, une sincérité désarmante, fit hésiter Florence. Elle se rassit lentement. « J'apprécie que vous ayez trouvé ce travail pour moi, » concéda-t-elle. « Mais ne me mentez plus jamais. » Maxime hocha la tête, soulagé. « Je vous le promets. » Pendant ce temps, dans le bureau luxueux du siège du groupe Roche, Alain examinait un dossier ouvert devant lui. De longs doigts tapotaient impatiemment sur le bureau en acajou. « Vous êtes sûr de ces informations ?» demanda-t-il à l'homme assis face à lui. Victor Leblanc, chef de la sécurité du groupe, acquiesça. « Absolument, monsieur. Florence Castaigne, 25 ans. Vit avec sa grand-mère, Marthe Castaigne, 75 ans. Atteinte d'un cancer en phase terminale. Sa mère, Irène Olmos, est décédée il y a 20 ans d'une pneumonie. Père inconnu. Alain tressaillit au nom d'Irène. Des antécédents professionnels. Rien de spécial, petit boulot, puis 2 ans chez nous, ans. Employé modèle jusqu'à hier. Je veux qu'elle soit mise sur liste noire, déclara Alain d'une voix glaciale.
Aucun établissement lié de près ou de loin au groupe Roche ne doit l'embaucher. Victor haussa un sourcil. Pour un peu de vin renversé. C'est inhabituel, même pour vous. Alain lui lança un regard noir. Contentez-vous d'exécuter mes ordres, le blanc. Quand Victor fut parti, Alain ouvrit un tiroir fermé à clé et en sortit une vieille photo jaunie. Irène Olmos y souriait, jeune et radieuse, ses longs cheveux châtains flottant dans le vent. Impossible, murmura-t-il en comparant la photo avec celle de Florence dans le dossier. La ressemblance était frappante. Les mêmes yeux en amande, le même sourire timide, le même port de tête fier. Ses mains tremblaient légèrement, les dates correspondaient, 25 ans, juste après qu'il ait abandonné Irène pour épouser Hélène, la fille d'un riche investisseur qui avait sauvé le groupe Roche de la faillite. Se pouvait-il que... La porte s'ouvrit brusquement sur Maxime. « Tu m'as fait demander ?» dit-il froidement. Alain rangea précipitamment la photo d'Irène. « Tu étais où ? J'avais un rendez-vous. Avec cette serveuse. » Alain observa attentivement la réaction de son fils. Maxime se raidit. « Son nom est Florence, et oui, je l'ai aidé à trouver un nouveau travail puisque tu l'as injustement licencié. »« De quel droit te mêles-tu de mes décisions ?» rugit Alain en se levant. « Tu reviens de Barcelone pour apprendre à gérer le groupe, pas pour saper mon autorité. »« Ton autorité ?» répéta Maxime avec dégoût. « Tu as humilié publiquement une employée pour un accident. Ce n'est pas de l'autorité, c'est de la tyrannie. » Les deux hommes se toisèrent. La tension palpable entre eux. « Ne t'approche plus d'elle », ordonna finalement Alain. « Cette fille n'est rien pour nous. » Maxime ricana. « Tu as peur de quoi exactement ? Qu'elle me raconte d'autres histoires sur le grand Alain Roche. »« Dehors !» hurla Alain, perdant son sang-froid. Une fois seul, il se laissa retomber dans son fauteuil. Étrangement secoué, il reprit la photo d'Irène, la contemplant longuement. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il encore, mais avec moins de conviction. « Elle ne peut pas être ma. » Il n'acheva pas sa phrase, incapable de prononcer le mot « fille ». De son côté, Florence rentrait chez elle, ses émotions en bataille. La trahison de Maxime lui laissait un goût amer, même si elle avait accepté ses excuses. Mais elle avait un nouvel emploi. C'était l'essentiel. Quand elle poussa la porte de l'appartement, elle trouva sa grand-mère allongée sur le canapé, plus pâle que d'habitude. « Mamie », s'inquiéta-t-elle immédiatement. « Ce n'est rien », la rassura Marthe avec un faible sourire. « Juste un peu de fatigue. » « Alors, ce rendez-vous ?» Florence s'assit près d'elle, lui prenant la main. « J'ai un nouveau travail. Je commence demain. C'est merveilleux. » Le visage de Marthe s'éclaira. « Tu vois, je t'avais dit d'appeler ce jeune homme. »« Oui, mais... » Florence hésita. « Il se trouve que c'est le fils d'Alain Roche. » Marthe se figea. « Le fils de... Roche. » Son trouble était si évident que Florence fronça les sourcils. « Tu connais ce nom ? » ?»« Non, non, » répondit trop rapidement sa grand-mère. « C'est juste que... c'est le nom de ton ancien patron, n'est-ce pas ?» Florence acquiesça, pas totalement convaincue. Maxime semble différent de son père. Plus, humain. Méfie-toi quand même, ma chérie, murmura Marthe en fermant les yeux, soudain épuisée. Les hommes comme ça, ils ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être. Florence borda sa grand-mère, troublée par sa réaction. Avait-elle déjà entendu parler d'Alain Roche avant ? Ou était-ce simplement la fatigue qui la faisait délirer ? Cette nuit-là, elle ne trouva pas facilement le sommeil. L'image de Maxime se mêlait à celle d'Alain Roche dans ses pensées, père et fils, si différents et pourtant liés par le sang. Le sang. Une étrange pensée la traversa. Pourquoi sa grand-mère avait-elle réagi si vivement au nom de Roche ? Elle chassa cette idée absurde. Simple coïncidence. Demain, une nouvelle vie commençait au restaurant de Pierre Moreau. C'était tout ce qui comptait. Une semaine s'était écoulée depuis que Florence avait commencé à travailler à la table de Pierre. L'ambiance y était radicalement différente de celle de l'hôtel Roche. Chaleureuse, familiale, sans cette tension permanente qui régnait sous le joug d'Alain Roche, Pierre Moreau était un patron exigeant mais juste, qui valorisait l'expertise de chacun de ses employés. Ce soir-là, après son service, Florence rentra épuisée mais satisfaite. Le restaurant avait été plein. Les clients contents et les pourboires généreux, certes, ils n'atteignaient pas ceux de l'hôtel de luxe, mais au moins, elle pouvait travailler dans la dignité. « Mamie, je suis rentrée », lança-t-elle en poussant la porte de l'appartement. Aucune réponse. Florence fronça les sourcils.
d'habitude. Même alitée, Marthe répondait toujours « Mamie ». Elle se précipita dans la chambre de sa grand-mère et la trouva allongée, les yeux clos, la respiration sifflante. Son visage était d'une pâleur effrayante. « Mon Dieu, mamie, réveille-toi ». Marthe ouvrit péniblement les yeux. « Florence, ma petite. »« Je vais appeler une ambulance », dit Florence, déjà en train de sortir son téléphone. « Non », protesta faiblement la vieille dame en attrapant son poignet. « C'est inutile. Je vais bien. Tu ne vas pas bien du tout. Tu es blanche comme un linge. » Après une brève confrontation, Florence réussit à convaincre sa grand-mère d'accepter au moins la visite du médecin de famille. Le DER, Lambert, arriva une demi-heure plus tard. L'air préoccupé. « C'est une nouvelle crise », expliqua-t-il après avoir examiné Marthe. « Le cancer progresse plus vite que prévu. Il faudrait modifier son traitement, mais... » Il hésita, jetant un regard embarrassé à Florence. « Mais quoi ?» insista-t-elle. « Les nouveaux médicaments sont très coûteux et non remboursés intégralement. » Florence sentit son cœur se serrer. « Combien ? Environ 1 200 € par mois. » Un silence pesant s'installa. C'était bien plus que ce qu'elle pouvait espérer économiser, même avec son nouveau travail. « Je trouverai l'argent », affirma-t-elle néanmoins avec détermination. « Prescrivez-lui ce dont elle a besoin. » Après le départ du médecin, Florence resta au chevet de sa grand-mère, qui s'était assoupie sous l'effet des calmants. Comment allait-elle faire ? Peut-être pourrait-elle demander des heures supplémentaires à Pierre. Ou trouver un deuxième emploi. Soudain, Marthe s'agita dans son sommeil. « Irène », murmura-t-elle, « il faut lui dire. Alain doit savoir. » Florence se figea. Avait-elle bien entendu ? Sa grand-mère venait-elle de prononcer le nom d'Alain, en même temps que celui de sa mère ? « Mamie !» Elle secoua doucement l'épaule de la vieille dame. « Mamie, réveille-toi !» Marthe ouvrit les yeux, l'air confus. « Qu'y a-t-il, ma chérie ? Tu parlais dans ton sommeil ? Tu as mentionné maman ? Et Alain ? Alain qui ? » Le visage de sa grand-mère se décomposa. « Je ne sais pas de quoi tu parles. Les médicaments me font dire n'importe quoi. » Mais son trouble était évident. Elle savait quelque chose d'important concernant Irène et un certain Alain. « Est-ce qu'il s'agit d'Alain Roche ?» insista Florence. Maman le connaissait. « S'il te plaît, laisse-moi me reposer », supplia Marthe en détournant le regard. « Nous parlerons de tout cela. Plus tard, je te promets. » Florence n'eut pas le cœur d'insister davantage. Sa grand-mère était visiblement épuisée, mais les questions tourbillonnaient dans son esprit. Pendant ce temps, dans son bureau du siège du groupe Roche, Alain fixait l'écran de son ordinateur où s'affichait la photo d'Irène Olmos extraite d'un vieux rapport d'enquête. Sa main tremblait légèrement alors qu'il faisait défiler les informations. Décédée en 2004 d'une pneumonie, un enfant, Florence, née en 1999. Les dates correspondaient parfaitement. Il avait rompu avec Irène en 1998, quand son père lui avait présenté Hélène Duchamp, fille unique du riche investisseur qui pouvait sauver l'entreprise familiale de la faillite. Irène était-elle déjà enceinte à ce moment-là ? Lui avait-elle caché sa grossesse ? Ou l'avait-il quittée en sachant qu'elle attendait son enfant ? Il ne se souvenait plus clairement. Cette période était floue dans sa mémoire. Des mois d'angoisse pour l'avenir du groupe, des disputes avec son père, le mariage arrangé avec Hélène, puis la naissance de Maxime moins d'1 an plus tard. La porte s'ouvrit sans que personne n'ait frappé. Alain referma précipitamment le fichier, comme pris en faute. « On ne t'a jamais appris à frapper », aboya-t-il à l'intention de Maxime. « Si, mais apparemment, on ne t'a jamais appris la décence humaine », répliqua son fils en jetant un dossier sur le bureau. « Tu as fait mettre Florence Castaigne sur liste noire, sérieusement. » Alain se raidit. « Comment es-tu au courant ? » « J'ai mes sources. Tu crois vraiment que personne dans cette entreprise ne me parle ? Ce que je fais de mes employés ne te regarde pas, » gronda Alain. « Et d'ailleurs, pourquoi t'intéresses-tu tant à cette fille ?» Une étincelle de défi brilla dans les yeux de Maxime. « Peut-être parce que, contrairement à toi, je n'aime pas voir les gens souffrir injustement. Elle travaille pour Pierre Moreau maintenant. »« Non ! Alors, où est l'injustice ?» Maxime plissa les yeux, suspicieux. « Comment sais-tu où elle travaille ?» Alain réalisa son erreur. Il se reprit rapidement. « Lyon est une petite ville. Les nouvelles circulent. Tu l'as fait surveiller. » Maxime secoua la tête, incrédule. « Tu es tombé encore plus bas que je ne le pensais. »« Moi, ça suffit. » Alain se leva, furieux. «
Je te rappelle que tu es ici pour apprendre à diriger cette entreprise, pas pour remettre en question mes méthodes. Tes méthodes. Maxime eut un rire amer. Si elles incluent à persécuter une innocente serveuse, alors je n'en veux pas. Il tourna les talons et sortit en claquant la porte. Alain se laissa retomber dans son fauteuil, épuisé par cette confrontation. Pourquoi cette Florence l'obsédait-elle à ce point? Était-ce seulement la culpabilité d'avoir peut-être abandonné sa propre fille? Ou y avait-il autre chose? Cette ressemblance frappante avec Irène, le seul amour véritable qu'il ait jamais connu. Il devait en avoir le cœur net. Il saisit son téléphone et appela Victor Leblanc. « J'ai besoin d'un test ADN discret », ordonna-t-il sans préambule. « Entre moi et Florence Castaigne. » Un silence à l'autre bout du fil. « Monsieur, puis-je me permettre de demander pourquoi ?»« Non, vous ne pouvez pas. Contentez-vous d'exécuter mes ordres. » Ce soir-là, en quittant le siège social, Alain aperçut Maxime qui montait dans sa voiture. Une impulsion soudaine le poussa à le suivre. Son fils conduisit jusqu'à la table de pierre. Garé de l'autre côté de la rue, Alain observa Maxime entrer dans le restaurant. Quelques minutes plus tard, il le vit ressortir en compagnie de Florence. Ils riaient ensemble, complices. Cette vision lui fit mal, sans qu'il comprenne vraiment pourquoi. Florence rentrait à son tour chez elle. Préoccupée par les paroles de sa grand-mère dans son demi-sommeil, Alain, ce prénom résonnait étrangement. Était-ce vraiment d'Alain Roche qu'il s'agissait? Et quel lien pouvait-il avoir avec sa mère? En arrivant à l'appartement, elle trouva Marthe assise dans son fauteuil, l'air plus alerte que le matin même. « Tu te sens mieux ?» demanda Florence en l'embrassant sur le front. « Oui, ma chérie. Les médicaments ont fait effet. » Marthe tapota le canapé à côté d'elle. « Viens t'asseoir. Nous devons parler. » Le cœur de Florence s'accéléra. « À propos de ce que tu as dit tout à l'heure, sur maman et Alain. » Marthe soupira profondément. « Oui, j'ai longtemps gardé ce secret. Peut-être trop longtemps, mais avec ma santé qui décline. Tu as le droit de savoir. » Elle se leva péniblement et alla chercher une vieille boîte en métal dans sa chambre. Elle l'ouvrit et en sortit une enveloppe jaunie. « Ta mère m'a demandé de te donner ceci quand tu serais en âge de comprendre. J'ai sans doute trop attendu. » Florence prit l'enveloppe d'une main tremblante. Son nom était écrit dessus, dans l'écriture élégante de sa mère qu'elle reconnaîtrait entre mille. « Lila », l'encouragea Marthe. « Elle t'expliquera tout mieux que je ne pourrais le faire. » Florence ouvrit l'enveloppe et en sortit plusieurs feuillets couverts d'écriture. Ses yeux se posèrent sur les premiers mots. « Ma Florence chérie, si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus là pour te raconter moi-même l'histoire de ton père. » Son père? Florence releva brusquement la tête, regardant sa grand-mère avec stupéfaction. « Mon père? Mais tu m'as toujours dit que tu ne savais pas qui il était. »« Je t'ai menti, » admit Marthe, les larmes aux yeux. « Ta mère m'avait fait promettre de ne rien dire. Elle voulait te protéger. » « Me protéger de quoi? De qui? Continue à lire, ma chérie. Tu comprendras. » Florence reporta son attention sur la lettre, le cœur battant, au fur et à mesure de sa lecture. Son visage passa de la surprise à l'incrédulité, puis à une colère sourde. « Non, » murmura-t-elle en arrivant à la fin. « C'est impossible. » Elle releva les yeux vers sa grand-mère, qui pleurait silencieusement. « Alain Roche est mon père. L'homme qui m'a humiliée publiquement et viré est mon propre père. » Marthe acquiesça tristement. « Ta mère l'a aimé passionnément. Il était différent à l'époque, plus jeune, plus idéaliste, mais quand son père a menacé de le déshériter s'il restait avec Irène, il a choisi l'argent et le pouvoir. Et il savait qu'elle était enceinte. »« Oui, » confirma Marthe. Irène lui a dit, espérant que ça le ferait changer d'avis, mais il lui a proposé de l'argent pour s'en débarrasser. Elle a refusé et a décidé de t'élever seule. Florence serra les poings, froissant la lettre. Toute sa vie venait de basculer en quelques minutes. L'homme qu'elle méprisait le plus au monde était son père biologique. L'homme qui l'avait rejeté sans même savoir qui elle était. « Est-ce qu'il sait ?» demanda-t-elle d'une voix blanche. « Est-ce qu'il sait qui je suis ?»« Je ne pense pas, » répondit Marthe. « Ta mère n'a jamais cherché à le recontacter. Elle voulait te protéger de son influence. » Florence se leva brusquement, incapable de rester assise. La rage et la douleur se mêlaient en elle, créant un maelstrom d'émotions qu'elle peinait à contenir. « Et Maxime, est-il ?»« Mon frère, demi-frère, » précisa Marthe. « Alain s'est marié avec Hélène Duchamp peu après avoir quitté ta mère. Maxime est né moins d'1 an plus tard. » Florence sentit le sol se dérober sous ses pieds.
Non seulement elle venait de découvrir l'identité de son père, mais elle apprenait également qu'elle avait un frère, un demi-frère, qui par un cruel coup du sort, était entré dans sa vie au moment même où leur père l'en avait chassé. « Je dois sortir », dit-elle en attrapant sa veste. « J'ai besoin de réfléchir. »« Florence », l'appela Marthe, inquiète. « Que vas-tu faire ?»« Je ne sais pas encore », admit-elle en s'arrêtant sur le seuil. « Mais une chose est sûre, Alain Roche va devoir faire face à la vérité, qu'il le veuille ou non. » Florence marchait dans les rues de Lyon, sans destination précise, la lettre de sa mère serrée dans sa poche. Chaque pas résonnait comme un coup de marteau dans sa tête. Alain Roche, son père, l'homme qui l'avait humilié devant tout le monde, la nuit était tombée, mais elle n'en avait cure. Les mots d'Irène tournaient en boucle dans son esprit. « Ton père a choisi sa fortune plutôt que nous. Il a préféré son nom et son héritage à l'amour que je lui portais, à l'enfant que nous avions créé ensemble. » Son téléphone vibra. Un message de Maxime. « Tout va bien. Tu semblais préoccupé ce soir. » Maxime, son demi-frère. Cette pensée la frappa comme une gifle. Il ne savait pas. Personne ne savait. La brise fraîche du soir finit par l'apaiser suffisamment pour qu'elle puisse réfléchir. Que devait-elle faire de cette information? Confronter Alain Roche, révéler la vérité à Maxime, ou enfouir ce secret comme sa mère l'avait fait pendant toutes ces années? Lorsqu'elle rentra enfin chez elle, sa grand-mère l'attendait, inquiète. « Ma chérie ?» commença Marthe, mais elle s'interrompit en voyant le visage fermé de sa petite fille. « Je ne vais pas lui dire », annonça Florence d'une voix étonnamment calme. « Pas tout de suite. » Marthe parut soulagée. « C'est peut-être plus sage. »« Pas par sagesse, mamie. » Florence s'assit lourdement sur le canapé. « Par fierté, je refuse qu'il pense que je viens réclamer quoi que ce soit. Je veux d'abord comprendre qui il est vraiment, et pour ça, tu vas utiliser Maxime, » devina Marthe, soudain inquiète. Pas l'utiliser, juste observer si Maxime est vraiment différent de son père, alors peut-être... Elle n'acheva pas sa phrase, incertaine elle-même de ce qu'elle espérait. Cette nuit-là, Florence dormit à peine, au petit matin. Elle se rendit à l'hôpital pour le rendez-vous de sa grand-mère avec l'oncologue. Le verdict tomba comme un coup près. Sans le nouveau traitement, Marthe n'en avait plus que pour quelques mois. « Nous allons trouver une solution », assura Florence en serrant la main frêle de sa grand-mère dans la sienne. Mais où trouver 1 200 € par mois? L'ironie de la situation ne lui échappait pas. Son père biologique était multimillionnaire, et elle n'arrivait pas à payer les médicaments de la femme qui l'avait élevée. En sortant de l'hôpital, une idée folle lui traversa l'esprit. Et si elle demandait de l'aide à Maxime sans lui révéler toute la vérité, juste assez pour qu'il puisse intervenir? Son téléphone sonna, comme si ses pensées l'avaient invoqué. « Bonjour Florence », dit la voix chaleureuse de Maxime. « Je me demandais si tu accepterais de déjeuner avec moi aujourd'hui. » Elle hésita un instant. « D'accord, mais j'ai peu de temps, ma grand-mère. »« Je sais. Pierre m'a dit qu'elle était malade. Je suis désolée. » 1 heure plus tard, ils étaient attablés dans un petit bistrot du Vieux-Lyon. Maxime semblait nerveux, inhabituel pour lui. « J'ai quelque chose à te dire, » annonça-t-il après qu'ils eurent commandé. « C'est à propos de mon père. » Florence se figea. « Alain, il te fait suivre. » Maxime baissa la voix. « Je ne sais pas pourquoi, mais il a engagé quelqu'un pour te surveiller. Je l'ai découvert hier en surprenant une conversation entre lui et son chef de sécurité. » Un frisson parcourut l'échine de Florence. Alain la faisait surveiller. Se doutait-il de quelque chose? Florence? Maxime semblait inquiet de son silence. « Je ne comprends pas, » balbutia-t-elle. « Pourquoi ferait-il ça? C'est ce que j'aimerais savoir. » Maxime se pencha vers elle. « A-t-il une raison de s'intéresser particulièrement à toi ?» C'était le moment. Elle pourrait tout lui révéler, mais quelque chose la retint. La peur, peut-être, ou un instinct de protection. « Pas que je sache, » mentit-elle, « à moins qu'il ne craigne que je porte plainte pour licenciement abusif. » Maxime sembla accepter cette explication. « Possible, quoi qu'il en soit, il en... »« Sois prudente, mon père, peut-être, implacable quand il veut quelque chose. Je l'ai remarqué, » dit-elle avec une amertume qu'elle ne put dissimuler. Le repas se poursuivit, mais Florence était distraite, perdue dans ses pensées. Si Alain la faisait suivre, c'est qu'il se doutait de quelque chose. Peut-être même savait-il déjà qu'elle était sa fille. Après le déjeuner, Maxime insista pour la raccompagner, devant son immeuble. Il hésita, comme s'il voulait ajouter quelque chose. «
Je peux t'aider, tu sais, dit-il finalement. Si tu as des problèmes financiers pour ta grand-mère, Florence serait dit. Comment sais-tu? Pierre m'a dit que tu cherchais des heures supplémentaires. Ce n'est pas difficile à deviner. Elle secoua la tête, refusant d'être redevable à un roche, même si techniquement, elle était aussi une roche. Merci, mais je me débrouillerai. Maxime respecta sa décision, mais glissa sa carte dans sa main. Si tu changes d'avis, appelle-moi, n'importe quand. En rentrant, Florence trouva sa grand-mère endormie, sur la table de la cuisine. Une enveloppe attira son attention. Elle l'ouvrit et découvrit, stupéfaite, un bon de caisse de 5 000 € et une note. Pour le traitement, ne pose pas de questions. Marthe avait dû accepter l'aide de Maxime malgré son refus. Florence ne savait pas si elle devait être reconnaissante ou furieuse. Mais l'argent était là, et la santé de sa grand-mère en dépendait, pendant ce temps, dans le bureau d'Alain Roche. L'atmosphère était tendue. Victor Leblanc venait de déposer une enveloppe scellée sur son bureau. « Les résultats du test ADN, monsieur », annonça-t-il sobrement. Alain fixa l'enveloppe comme si elle contenait un serpent venimeux. « Comment avez-vous obtenu son ADN ?»« Un verre qu'elle a utilisé au restaurant. Nous avons été discrets. » Alain congédia Victor d'un geste, une fois seul. Il contempla l'enveloppe pendant de longues minutes, incapable de se résoudre à l'ouvrir. La vérité qu'elle contenait pourrait tout changer. Finalement, d'une main légèrement tremblante, il déchira l'enveloppe et en sortit le rapport. Ses yeux parcoururent rapidement le document. S'arrêtant sur la conclusion en caractères gras, probabilité de paternité 99,98%, le souffle coupé, Alain laissa tomber le papier sur son bureau. C'était donc vrai, Florence Castaigne, la jeune femme qu'il avait publiquement humiliée et virée, était bien sa fille. Les souvenirs d'Irène l'assaillirent. Son sourire, sa douceur, son intégrité, des qualités qu'il avait retrouvées chez Florence, sans comprendre pourquoi elle le troublait tant. Que devait-il faire maintenant? L'approcher, lui dire la vérité, lui offrir de l'argent pour se faire pardonner 25 ans d'absence? Son téléphone sonna, le tirant de ses réflexions. C'était Maxime. « Père », dit la voix froide de son fils, « il faut qu'on parle. » Une demi-heure plus tard, Maxime entrait dans le bureau sans frapper, comme à son habitude. « Pourquoi fais-tu suivre Florence Castaigne ?» attaqua-t-il sans préambule. Alain, encore sous le choc de sa découverte, ne répondit pas immédiatement. « C'est ma vie privée, » dit-il finalement. « Ta vie privée. » Maxime eut un rire incrédule. « Faire espionner une ex-employée relève de ta vie privée. »« Tu ne comprends pas? Alors explique-moi, » exigea Maxime en frappant du poing sur le bureau. Alain soupira profondément. Devait-il révéler la vérité à son fils? Comment Maxime réagirait-il en apprenant qu'il avait une demi-sœur et qu'il s'agissait précisément de cette jeune femme qu'il semblait déterminé à protéger? « C'est compliqué, » dit-il finalement. « Tout est toujours compliqué avec toi, » répliqua Maxime avec amertume. « Je te préviens, si tu continues à harceler Florence, je m'en mêlerai personnellement. » « Tu t'intéresses beaucoup à elle, » observa Alain, soudain inquiet d'une complication qu'il n'avait pas envisagée. Maxime haussa les épaules. « Elle est intelligente, travailleuse, et elle ne mérite pas ce que tu lui as fait. » Avant qu'Alain puisse répondre, Maxime ajouta « Au fait, j'ai donné de l'argent à sa grand-mère pour un traitement contre le cancer. J'espère que ça ne pose pas de problème. » Alain tressaillit. La grand-mère de Florence, de sa fille, était mourante. Il se sentit soudain submergé par la culpabilité. « Non, bien sûr que non. »« Bien sûr, » murmura-t-il. Après le départ de Maxime, Alain resta longtemps immobile, fixant le test de paternité sur son bureau. Il devait voir Florence, lui parler, mais comment l'approcher après l'avoir traitée si injustement? Il prit sa décision. Ce week-end, il se rendrait à la table de Pierre et demanderait à lui parler en privé. Il lui dirait tout, sur Irène, sur le passé, sur sa lâcheté. Il accepterait sa colère, son mépris même. C'était le moins qu'il puisse faire. Ce qu'il ignorait, c'est que Florence avait pris une décision similaire. Après avoir découvert l'argent laissé par Maxime et réfléchi toute la journée, elle avait résolu de confronter Alain Roche, de lui montrer la lettre de sa mère et d'observer sa réaction, non pas pour obtenir une reconnaissance ou de l'argent, mais pour qu'il sache qu'elle connaissait la vérité, pour qu'il comprenne que l'employé qu'il avait traité comme une moins que rien était en réalité sa propre chair,
son propre sang. Cette nuit-là, 2 personnes ne trouvèrent pas le sommeil à Lyon. Un père et sa fille, séparés par 25 ans de silence et de secret, mais liés par un passé qu'ils ne pouvaient plus ignorer, et entre eux, Maxime, inconscient du lien qui l'unissait à Florence, mais déterminé à la protéger de l'homme qu'il appelait père. Le destin avait mis en place tous les éléments d'une confrontation inévitable. Le samedi matin, Florence se réveilla avec une détermination nouvelle. La conversation qu'elle avait eue la veille au soir avec sa grand-mère avait tout changé. « Tu ne peux pas garder ce secret pour toi seule », avait insisté Marthe. Maxime a le droit de savoir qu'il a une sœur. Florence avait cédé, aujourd'hui, elle allait tout révéler à Maxime avant de confronter Alain Roche. Elle lui devait au moins ça. Elle lui envoya un message. « Besoin de te parler, urgent. Café des artistes à 10h. » La réponse fut quasi immédiate. « J'y serai. » Pendant ce temps, Alain Roche prenait son petit déjeuner sur la terrasse de sa villa surplombant Lyon. Depuis qu'il avait découvert la vérité sur Florence, il était tourmenté par les remords. Comment avait-il pu ne pas voir la ressemblance avec Irène, ces mêmes yeux, ce même port de tête fière? Son téléphone vibra, un message de Victor. « Mademoiselle Castaigne a rendez-vous avec votre fils au Café des Artistes à 10h. » Alain sentit son cœur s'accélérer. Allait-elle tout révéler à Maxime avant même qu'il puisse lui parler? Cette perspective le terrifiait. Maxime ne lui pardonnerait jamais d'avoir abandonné une femme enceinte de lui, et encore moins d'avoir humilié sa propre fille sans la reconnaître. Sans réfléchir davantage, il saisit ses clés de voiture. Il devait intercepter Florence avant qu'elle ne parle à Maxime. Au Café des Artistes, Florence était arrivée en avance, nerveuse. Comment annoncer à quelqu'un qu'on est sa demi-sœur, qu'on partage le même père, un père qui l'a rejeté avant même sa naissance? Elle aperçut Maxime qui traversait la place, grand, élancé, le visage ouvert. Physiquement, il ne se ressemblait pas. Il tenait davantage de sa mère, cette Hélène Duchamp qu'Alain avait épousée par intérêt, Florence. Il lui fit la bise, souriant. « Ton message semblait urgent, tout va bien. » Elle ne répondit pas immédiatement, cherchant ses mots, comment commencer. « C'est à propos de ton père, » dit-elle finalement. Le visage de Maxime se ferma instantanément. Qu'a-t-il encore fait? Ce n'est pas ce que tu crois. C'est compliqué. Florence inspira profondément. Maxime, je dois te dire quelque chose d'important, quelque chose que j'ai découvert récemment. Elle allait poursuivre quand une voix grave l'interrompit. Florence. Alain Roche se tenait devant leur table, le visage pâle et tendu. Père. Maxime se leva, furieux. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu l'as fait toujours suivre. Florence resta paralysée, incapable de parler. Le regard d'Alain était fixé sur elle, un regard qu'elle n'avait jamais vu chez lui, vulnérable, presque suppliant. « Je dois parler à Florence », dit-il d'une voix étrangement douce. « En privé. »« Hors de question », rétorqua Maxime en se plaçant instinctivement devant elle. Comme pour la protéger, après tout ce que tu lui as fait, Alain semblait lutter intérieurement. « C'est important, Maxime. Plus important que tu ne peux l'imaginer. » Florence retrouva enfin sa voix. « Laisse-nous, Maxime. »« Quoi ?» Il se tourna vers elle, stupéfait. « Tu n'es pas sérieuse. Je dois entendre ce qu'il a à dire. » Son ton était ferme, décidé. « S'il te plaît. » À contre-cœur, Maxime s'écarta. « Je serai juste là, » dit-il en désignant une table à quelques mètres. Un seul mot de travers, et j'interviens. Quand ils furent seuls, un silence pesant s'installa. Alain s'assit lentement, comme un homme portant un poids invisible. « Tu sais, n'est-ce pas ?» demanda finalement Florence. Il acquiesça. « Depuis 2 jours, un test ADN. » Florence eut un rire amer. « Tu as dû être déçue de découvrir que la serveuse maladroite que tu as humiliée était en fait ta propre fille. » La douleur qui traversa le visage d'Alain était presque physique. « Florence, je... Ne t'excuse pas, » le coupa-t-elle sèchement. « Pas maintenant, pas après 25 ans. » Elle sortit la lettre de sa mère et la posa sur la table. « Elle m'a tout raconté, comment tu l'as abandonnée quand elle était enceinte, comment tu lui as proposé de l'argent pour qu'elle avorte. » Alain blêmit. « Ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Alors éclaire-moi. » Le ton de Florence était glacial. Alain regarda la lettre comme s'il craignait de la toucher. « J'aimais ta mère, Florence. Profondément. Mais à l'époque, le groupe Roche était au bord de la faillite. Mon père m'a présenté Hélène Duchamp comme la solution à tous nos problèmes.
Son père était prêt à investir, à condition que je l'épouse. Et tu as choisi l'argent, conclut Florence. J'ai choisi la survie de l'entreprise familiale, corrigea-t-il doucement. Et j'ai commis la plus grande erreur de ma vie. Florence scrutait son visage, y cherchant des traces de mensonge. Mais tout ce qu'elle voyait, c'était un homme brisé par ses propres choix. Quand Irène m'a annoncé sa grossesse, j'étais déjà fiancée à Hélène, poursuivit Alain. Je lui ai proposé de l'argent, oui, mais pas pour avorter. Pour vous assurer, à toi et à elle, une vie confortable. Elle a refusé. Elle m'a dit qu'elle préférait élever son enfant dans la dignité, plutôt que d'accepter l'aumône d'un lâche. Ces mots résonnaient avec ceux de la lettre. Florence sentit sa certitude vaciller légèrement. « Pourquoi ne pas avoir cherché à me connaître après ?» demanda-t-elle. « Maman est morte quand j'avais 5 ans. » La surprise se peignit sur le visage d'Alain. « Je l'ignorais. Irène avait coupé tout contact. Après mon mariage, j'ai essayé de la retrouver, mais elle avait disparu. J'ai engagé des détectives, sans succès. Finalement, j'ai abandonné, pensant qu'elle avait refait sa vie ailleurs. » Florence le dévisageait, incrédule. Tout ce qu'elle croyait savoir se trouvait remis en question. Et pourtant, même si c'est vrai, ça ne change rien au fait que tu m'as humiliée publiquement sans même me reconnaître. Comment aurais-je pu te reconnaître ? Dit Alain doucement. Je ne savais même pas que tu existais encore. De l'autre côté de la terrasse, Maxime observait leur conversation avec une intensité palpable. Il ne pouvait pas entendre ce qu'il disait, mais l'attitude d'Alain, humble, presque repentant, le stupéfiait. « Je comprends ta colère, Florence, » reprit Alain. « Je ne te demande pas de me pardonner, mais j'aimerais avoir une chance de te connaître, de rattraper, si possible, une infime partie du temps perdu. » Florence sentit les larmes lui monter aux yeux. Pendant des années, elle s'était demandé qui était son père, pourquoi il les avait abandonnés, et maintenant qu'il était là, suppliant presque, elle ne savait plus quoi penser. « Et Maxime ?» demanda-t-elle. « Lui as-tu parlé de moi ?» Alain secoua la tête. « Non, j'attendais de te parler d'abord. Il doit savoir, » décida Florence. « Il a le droit de savoir qu'il a une sœur. » Sur ces mots, elle fit signe à Maxime de les rejoindre. Il s'approcha, méfiant, le regard passant de l'un à l'autre. « Que se passe-t-il ? Vous avez l'air bizarres tous les deux. » Florence échangea un regard avec Alain, qui acquiesça légèrement. « Maxime, » dit-elle en prenant une profonde inspiration. « Je ne sais pas comment te dire ça autrement. Je suis ta demi-sœur. » Maxime la fixa, abasourdi. « Quoi ? Alain est mon père biologique, » expliqua-t-elle doucement. « Ma mère, Irène Olmos, était sa compagne avant qu'il n'épouse ta mère. » Un silence stupéfait s'installa. Maxime s'affaissa sur une chaise, comme assommé par la nouvelle. « C'est pour ça que tu t'intéressais tant à elle ?» demanda-t-il finalement à son père. « Tu savais ? Je l'ai découvert il y a 2 jours, » répondit Alain. « Après l'avoir fait suivre, j'ai eu des soupçons. La ressemblance avec sa mère, j'ai fait faire un test ADN. À mon insu, » précisa Florence. Maxime digérait lentement l'information. « Ma sœur ?» Il leva les yeux vers Florence, y cherchant une confirmation de cette réalité bouleversante. Puis, soudain, il éclata de rire. Un rire nerveux, incrédule. « Ma sœur, et dire que j'ai failli ?» Il s'interrompit brusquement, rougissant. « Failli quoi ?» demanda Alain, soudain tendu. « Rien », répondit trop rapidement Maxime. « C'est juste incroyable. » Florence comprit soudain ce qu'il avait voulu dire. Avait-il ressenti une attirance pour elle ? Cette pensée la troubla profondément. « Écoute, Maxime, » dit-elle doucement. « Cette situation est aussi bizarre pour moi que pour toi. Je ne m'attendais pas à découvrir que j'avais un frère, encore moins que ce frère serait la seule personne qui m'ait tendu la main quand j'en avais besoin. » Le visage de Maxime s'adoucit. C'est peut-être ça le sang qui parle. Alain les observait tous les deux, une émotion indéchiffrable dans le regard. « Je vous ai privés l'un de l'autre pendant 25 ans. C'est impardonnable. » « Effectivement, » confirma Maxime, la colère revenue dans sa voix. « Tu as abandonné Florence et sa mère. Tu as caché leur existence. Et pour couronner le tout, tu as humilié ta propre fille, sans même la reconnaître. » Alain encaissa sans broncher. « Tu as raison, Maxime. Je ne cherche pas d'excuses. » Florence intervint, surprise par sa propre réaction. « Ce qui est fait est fait. Maintenant, la question est, que faisons-nous ?
Un silence lourd de réflexion s'installa entre eux. 3 personnes liées par le sang, mais séparées par des années de mensonges et de secrets. « J'aimerais apprendre à te connaître », dit finalement Maxime en prenant la main de Florence. « En tant que sœur. » Cette fois, elle sourit, émue par sa sincérité. « J'aimerais ça aussi. » Ils se tournèrent tous deux vers Alain, qui les regardait avec une expression mêlée de regret et d'espoir. « Quant à toi, » dit Florence d'une voix ferme, « je ne peux pas te pardonner. Pas encore. Peut-être jamais, mais... Je suis prête à écouter ton histoire, à entendre ta version des faits. C'était plus que ce qu'Alain avait espéré. Merci, murmura-t-il simplement, alors qu'ils se séparaient. Florence avec la promesse d'un dîner chez Maxime le lendemain. Aucun d'eux ne remarqua l'homme qui les photographiait discrètement depuis une voiture garée de l'autre côté de la rue. Victor Leblanc rangea son appareil. Pensif, la situation était plus complexe qu'il ne l'avait imaginé, et potentiellement explosive pour l'Empire Roche. Une semaine s'était écoulée depuis les révélations au Café des Artistes. Florence avait dîné 2 fois chez Maxime, découvrant avec étonnement tout ce qu'ils avaient en commun, malgré leurs différentes éducations. Quant à Alain, il s'était tenu en retrait, respectant la distance que Florence avait imposée. Ce matin-là, cependant, tout bascula. Florence. Pierre Moreau l'intercepta dès son arrivée à la table de Pierre. Son visage habituellement jovial était grave. « Tu as vu ça ?» Il lui tendit le journal économique régional. En première page s'étalait une photo d'elle en compagnie d'Alain et Maxime Roche, prise au Café des Artistes. Le titre était sans équivoque. Le secret de famille d'Alain Roche, une fille cachée depuis 25 ans. Florence sentit le sol se dérober sous ses pieds. L'article révélait tout. Sa relation avec Alain, l'abandon d'Irène et même son licenciement humiliant de l'hôtel Roche. « Comment ?» balbutia-t-elle. Pierre haussa les épaules, embarrassé. Les journalistes ont leurs sources. La question est, qu'est-ce que tu vas faire ? Florence n'eut pas le temps de répondre. Son téléphone vibrait frénétiquement. Maxime, tu as vu ? Demanda-t-il sans préambule quand elle décrocha. À l'instant, comment est-ce possible ? Je n'en sais rien. Sa voix était tendue. Mais ce n'est pas tout. Il y a pire. Pire. Un autre article, dans le même journal, une enquête sur le groupe Roche, accusation de fraude fiscale, de subornation de fonctionnaires, de violation du droit du travail. C'est un véritable tsunami, Florence. Elle ferma les yeux, assimilant la nouvelle. Et ton père ? Injoignable depuis ce matin. Maxime hésita. Florence, je crois que tu devrais venir au siège maintenant. 30 minutes plus tard, Florence franchissait pour la première fois les portes imposantes du siège du groupe Roche. L'atmosphère y était électrique. Employés chuchotant entre eux, regards fuyants, téléphone sonnant en continu. Maxime l'attendait dans le hall, le visage tendu. « Merci d'être venu. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu as besoin de moi ici. Parce que tu es concerné, que tu le veuilles ou non. » Il la guida vers les ascenseurs. « Et parce que j'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance. » Dans l'ascenseur, Florence remarqua que plusieurs employés la dévisageaient ouvertement. La nouvelle s'était donc déjà répandue en interne. Le bureau d'Alain, au dernier étage, était un sanctuaire de luxe et de pouvoir. Baie vitrée, offrant une vue imprenable sur Lyon, mobilier en bois précieux, œuvres d'art contemporain au mur. Alain lui-même se tenait devant la fenêtre, dos à la porte, au bruit de leurs pas. Il se retourna. Florence fut frappée par son apparence. En une semaine, il semblait avoir vieilli de 10 ans. Florence. Il inclina légèrement la tête. Je suis désolé que tu sois mêlée à tout ça. Qui a parlé à la presse ? Demanda directement Maxime. Alain soupira. Victor Leblanc, probablement. Ton chef de la sécurité ? Maxime était stupéfait. Pourquoi ferait-il ça ? Pour me faire chanter ? Alain se laissa tomber dans son fauteuil. Il a découvert certaines irrégularités dans la gestion du groupe. Il menaçait de tout révéler si je ne le nommais pas directeur général adjoint. Et tu as refusé. Évidemment, on ne cède pas au chantage. Alain eut un rire amer. J'ai sous-estimé sa détermination, visiblement. Florence, qui était restée silencieuse, intervint. Ces accusations de fraude et de corruption, elles sont fondées. Le regard qu'Alain lui lança était indéchiffrable. Finalement, il acquiesça. En partie, oui, pas toutes, mais suffisamment pour causer des dégâts considérables. Maxime jura entre ses dents.
Je t'avais prévenu que ces méthodes nous exploseraient un jour à la figure. Ce n'est pas le moment des « je te l'avais bien dit », Maxime. Alain se leva brusquement. Nous devons gérer cette crise. Les actions du groupe ont déjà chuté de 15% ce matin, les investisseurs paniquent. Et notre réputation est en lambeaux, ajouta Maxime. Florence observait cet échange avec un détachement étrange. Une partie d'elle trouvait presque poétique qu'Alain Roche soit finalement mis face à ses propres actions, tant personnelles que professionnelles. « En quoi suis-je concernée par tout ça ?» demanda-t-elle finalement. Alain et Maxime échangèrent un regard. « Tu es une roche », dit simplement Alain, « que tu le veuilles ou non. Et maintenant que tout le monde le sait, je ne porte pas votre nom, » rétorqua Florence. « Je suis une castagne. » « Légalement, tu as des droits sur le groupe, » intervint Maxime. « En tant que fille biologique d'Alain, tu pourrais revendiquer une part de l'héritage. Certains actionnaires craignent déjà que cette situation n'affaiblisse davantage la position d'Alain. » Florence les fixa, incrédule. « Vous pensez que je vais réclamer ma part du gâteau maintenant que le navire coule ? » ?»« Non, » dit doucement Alain. « Je te connais assez pour savoir que ce n'est pas ton style. » Cette remarque la troubla. Que savait-il vraiment d'elle, après tout ? Un coup à la porte les interrompit. La secrétaire d'Alain entra, l'air préoccupé. « Monsieur Roche, des inspecteurs de la brigade financière sont dans le hall. Ils demandent à vous voir immédiatement. » Alain pâlit légèrement mais garda son sang-froid. « Faites-les monter. » Quand la secrétaire fut sortie, il se tourna vers Maxime et Florence. « Vous devriez partir. Vous n'avez pas à être mêlés à ça. »« Je reste, » déclara fermement Maxime. Florence hésita, partagée entre l'envie de fuir ce bourbier et une curiosité morbide de voir comment Alain Roche allait affronter ses démons. « Je reste aussi, » dit-elle finalement, surprise par sa propre décision. Alain la regarda avec une expression indéchiffrable. Gratitude, respect. Avant d'acquiescer, les heures qui suivirent furent surréalistes. Florence observa les inspecteurs saisir des documents, interroger Alain, emmener certains cadres pour des auditions. Le château de cartes s'effondrait sous ses yeux. En fin d'après-midi, alors que l'agitation commençait à se calmer, Maxime l'entraîna dans une salle de conférence vide. « Il faut qu'on parle, » dit-il, le visage grave. « La situation est pire que ce que nous pensions. Les avocats m'ont brièvement mis au courant. Ce n'est pas juste une tempête médiatique, c'est un véritable tsunami judiciaire. Ton père risque la prison. » Maxime acquiesça lentement. « Et le groupe risque de s'effondrer. Des emplois, des carrières, des vies entières sont en jeu. » Florence comprit soudain pourquoi il était si préoccupé. Ce n'était pas seulement pour Alain qu'il s'inquiétait, mais pour tous ceux qui dépendaient du groupe Roche. « En quoi puis-je aider ?» demanda-t-elle doucement. Les avocats pensent qu'une restructuration complète pourrait sauver l'entreprise. Mais Alain devrait se mettre en retrait et compte tenu des circonstances, il hésita. « Florence, selon eux, si tu reconnaissais publiquement ton lien avec la famille Roche et prenais une position visible dans le groupe, cela pourrait t'aider à restaurer la confiance. » Florence le dévisagea. « Stupéfaite, tu plaisantes. Moi, qui n'ai aucune expérience dans ce milieu. Tu as de l'intégrité, de l'intelligence. Et tu es, nouvelle, non compromise par les erreurs du passé. » Maxime lui prit les mains. « Je serai là pour t'épauler techniquement. Ce qu'il nous faut, c'est un visage, un symbole de renouveau. Et Alain, il serait d'accord. C'est son idée. » Cette révélation la laissa sans voix. Alain Roche, l'homme qu'il avait rejeté avant même sa naissance, qu'il avait humilié publiquement, était prêt à lui confier une partie de son empire. « J'ai besoin de réfléchir, » dit-elle finalement. « Et de parler à ma grand-mère ?» Maxime acquiesça. « Je comprends, mais ne tarde pas trop. La situation évolue d'heure en heure. » En rentrant chez elle ce soir-là, Florence avait l'impression de vivre dans un film surréaliste. En l'espace d'une semaine, elle était passée du statut de simple serveuse à celui de fille cachée d'un magnate en disgrâce. Et maintenant, on lui proposait un rôle dans la restructuration de l'entreprise familiale. Elle trouva sa grand-mère devant la télévision, regardant justement un reportage sur le scandale Roche. « Tu es rentrée », constata simplement Marthe en éteignant le poste. « J'imagine que ta journée a été mouvementée. » Florence s'effondra sur le canapé à côté d'elle. « Tu n'as pas idée. » Elle lui raconta tout. Les articles, l'enquête financière, la proposition de Maxime. Marthe l'écouta attentivement, sans l'interrompre. « Qu'en penses-tu » demanda finalement Florence. « Devrais-je accepter »
Sa grand-mère prit le temps de réfléchir avant de répondre. « Tout dépend de tes motivations, ma chérie. Si c'est pour te venger d'Alain, c'est une mauvaise idée. Si c'est pour l'argent ou le pouvoir, c'est encore pire. Et si c'est pour aider Maxime, pour sauver des emplois ?» Le visage de Marthe s'adoucit. « Alors peut-être que c'est ton destin ? Peut-être que toutes ces années de souffrance t'ont préparé à ce moment précis. » Cette nuit-là, allongée dans son lit, Florence réfléchit longuement. La proposition était tentante. Non pas pour l'argent ou le prestige, mais pour la possibilité de transformer quelque chose de corrompu en quelque chose de bien. Son téléphone vibra. Un message de Maxime. « Les médias annoncent une révélation explosive sur le groupe pour demain matin. Nous avons besoin de toi. » Florence soupira. Le temps de la réflexion était écoulé. L'heure des décisions était venue. Le lendemain matin, Florence se réveilla avant même que son réveil ne sonne. La nuit avait été courte, peuplée de rêves confus, où se mêlaient Alain, Maxime, et l'image de sa mère telle qu'elle la connaissait par les photos. Son téléphone affichait déjà plusieurs notifications, des messages de Maxime, un appel manqué de Pierre, et plusieurs alertes d'actualité mentionnant le groupe Roche. La révélation explosive, annoncée la veille, était tombée. Un journal d'investigation avait publié des documents internes prouvant qu'Alain Roche avait personnellement approuvé des pratiques de corruption pour obtenir des contrats à l'international. Florence s'habilla rapidement et embrassa sa grand-mère encore endormie avant de partir. Une demi-heure plus tard, elle arrivait au siège du groupe Roche, où l'agitation de la veille avait laissé place à une atmosphère de désastre imminent. Des journalistes campèrent devant l'entrée, et elle dut passer par une porte latérale pour éviter d'être reconnue. Maxime l'attendait dans le hall, le visage marqué par la fatigue. « Merci d'être venu », dit-il en l'étreignant brièvement. « C'est l'apocalypse là-haut. » Dans l'ascenseur, il lui expliqua la situation. Les actions du groupe avaient chuté de 30% supplémentaires à l'ouverture des marchés, plusieurs grands clients avaient suspendu leurs contrats. Et les banques menacèrent de retirer leurs lignes de crédit. « Et Alain ?» demanda Florence. « Il est avec les avocats depuis 5 heures du matin. » Maxime hésita. Il va probablement devoir démissionner de ses fonctions aujourd'hui pour tenter de sauver l'entreprise. Les tâches de la direction étaient méconnaissables. Des avocats, des consultants en gestion de crise et des cadres supérieurs s'agitaient dans tous les sens. Échangeant documents et informations à voix basse, Maxime entraîna Florence dans une salle de réunion isolée où les attendait un homme d'une 50aine d'années, à l'allure austère. « Florence, voici Maître Delorme, avocat principal du groupe, » présenta Maxime. « Il souhaite te parler de certaines implications légales. » L'avocat lui serra la main, l'évaluant du regard avec une curiosité professionnelle. « Mademoiselle Castaigne, votre apparition dans cette histoire a créé une situation juridique intéressante. » Il ajusta ses lunettes. « En tant que fille biologique d'Alain Roche, vous avez potentiellement des droits sur une partie de ses biens personnels, ainsi que sur ses actions dans le groupe. » Florence fronça les sourcils. « Je n'ai jamais rien réclamé, bien sûr. Mais la question n'est pas ce que vous réclamez, mais ce que la loi vous accorde. » L'avocat ouvrit un dossier devant lui. « Nous avons fait réaliser une étude juridique complète. Si vous engagiez une action en reconnaissance de paternité, ce qui serait une formalité vu les tests ADN déjà effectués, vous pourriez prétendre à environ 25% des avoirs personnels d'Alain Roche et potentiellement à une part significative de ses actions dans le groupe. » Florence resta silencieuse, digérant cette information. « Et quelles seraient les conséquences pour le groupe ?» demanda-t-elle finalement. Maître Delorme et Maxime échangèrent un regard. « Cela dépend entièrement de vos intentions, » répondit l'avocat. « Si vous souhaitez simplement obtenir votre dû, cela créerait une instabilité supplémentaire dans l'actionnariat à un moment particulièrement critique, mais, si vous acceptiez de jouer un rôle actif dans la restructuration, cela pourrait au contraire être un atout, une nouvelle roche, non compromise par les pratiques passées, portant un message de renouveau et d'intégrité. » Florence se tourna vers Maxime. « C'est ce dont tu me parlais hier. » Il acquiesça. « Les analystes pensent que c'est notre meilleure chance, peut-être la seule. » Un silence s'installa. Florence était partagée entre l'envie de fuir cette situation complexe et la sensation vertigineuse qu'elle avait peut-être le pouvoir de changer les choses. « J'aimerais parler à Alain, » dit-elle finalement, seule à seule. 10 minutes plus tard, elle entrait dans le bureau d'Alain Roche. Il était assis derrière son bureau, étudiant des documents. Quand il leva les yeux vers elle, elle fut frappée par son apparence.
En 2 jours, il semblait avoir vieilli de 10 ans. Florence. Il se leva pour l'accueillir. « Merci d'être venu. Je ne suis pas venu pour vous sauver, » précisa-t-elle immédiatement. « Ni vous, ni votre entreprise. » Alain acquiesça lentement. « Je comprends. Mais alors, pourquoi es-tu là ?» Florence prit une profonde inspiration. Pour comprendre, pour savoir si toute cette histoire, l'entreprise, l'argent, le pouvoir, valait vraiment la peine d'abandonner ma mère et de ne jamais connaître votre propre fille. La question le frappa visiblement de plein fouet. Il se rassit lentement, comme si ses jambes ne le portaient plus. « Non, dit-il finalement d'une voix basse. Rien ne valait ce prix. J'ai fait le mauvais choix, Florence, et j'en ai payé le prix chaque jour depuis. » Elle ne s'attendait pas à cette réponse. Cette franchise désarmante, cette vulnérabilité, ce n'était pas l'Alain Roche qu'elle avait imaginé. « Pourquoi voulez-vous que je m'implique dans la restructuration ?» demanda-t-elle. « Je n'ai aucune expérience dans les affaires. Parce que tu as ce que nous avons tous perdu ici, de l'intégrité. » Alain se leva et s'approcha de la fenêtre. « J'ai bâti cet empire sur des compromis moraux, des arrangements, des pratiques douteuses. J'ai réussi, oui, mais à quel prix? Aujourd'hui, tout s'effondre. » Il se tourna vers elle. « Je ne te demande pas de me pardonner, Florence. Je te demande de considérer les milliers d'employés innocents qui vont perdre leur gagne-pain si le groupe s'effondre. Des gens comme toi, qui travaillent dur chaque jour. » Florence sentit un conflit intérieur la déchirer. Une partie d'elle voulait refuser, tourner les talons et laisser Alain Roche face aux conséquences de ses actes, mais une autre partie, celle qui avait hérité de la compassion de sa mère, ne pouvait ignorer la détresse des innocents pris dans cette tempête. « Que me proposez-vous exactement ?» demanda-t-elle finalement. Alain sembla soulagé qu'elle soit au moins prête à écouter. Une reconnaissance officielle de paternité, une place au conseil d'administration et un rôle public dans la nouvelle vision éthique que nous voulons établir. Et vous ? Je me retirerai de la présidence. Il eut un sourire triste. Mon temps est fini, Florence. C'est à la nouvelle génération, à toi et à Maxime, de reconstruire sur des bases plus saines. Florence le considéra longuement. Cet homme qui avait été un monstre dans son imagination pendant des jours, lui apparaissait maintenant comme un être humain faillible, prisonnier de ses propres erreurs. « J'ai des conditions, » dit-elle finalement. « Je t'écoute. Premièrement, je veux que toute la vérité soit révélée. Plus de secrets, plus de dissimulation. Deuxièmement, je veux que les victimes de vos pratiques soient indemnisées. Et troisièmement, » elle hésita. « Je veux créer une fondation au nom de ma mère, Irène Olmos, dédiée à aider les mères célibataires en difficulté, financée par le groupe. » Alain la fixa un instant, puis acquiesça lentement. « Accordé, tout cela, et plus encore, si tu le souhaites. » Ils furent interrompus par Maxime qui entra précipitamment. Un téléphone à la main, les actionnaires convoquent une assemblée générale extraordinaire pour cet après-midi, annonça-t-il. Ils veulent voter la destitution d'Alain et la liquidation des actifs pour limiter les pertes. Alain pâlit. Si vite, ils ne peuvent pas. Ils le peuvent, coupa Maxime. Et ils le feront, à moins que... Il regarda Florence, l'interrogeant silencieusement. La décision qu'elle avait espéré pouvoir mûrir pendant des jours devait maintenant être prise en quelques minutes. « J'accepte, » dit-elle finalement, à une condition supplémentaire. « Je veux que Marthe, ma grand-mère, reçoive le meilleur traitement médical possible, immédiatement. » Alain hocha la tête. « Je m'en occupe personnellement. » Les heures suivantes passèrent dans un tourbillon d'activités. Des avocats préparèrent les documents de reconnaissance de paternité que Florence et Alain signèrent en présence de témoins. Une équipe de communication élabora un communiqué de presse annonçant la restructuration du groupe et l'arrivée de Florence Castaigne-Roche au conseil d'administration. Maître Delorme les informa que les principaux actionnaires, initialement sceptiques, semblaient maintenant disposés à donner une chance à ce plan audacieux. La présence de Florence, une nouvelle figure incarnant le renouveau, commençait déjà à changer la dynamique. En fin d'après-midi, épuisée mais déterminée, Florence s'apprêtait à rentrer chez elle quand Alain la retint un moment. « Florence, » dit-il doucement, « je sais que tu fais cela pour les employés, pour Maxime, pour ta grand-mère, pas pour moi, et c'est normal. Mais je voulais te dire... » Il hésita, cherchant visiblement ses mots. « Je suis fière de toi, » dit-il finalement. « Ta mère t'a bien élevée, bien mieux que je n'aurais su le faire. » Florence ne sut que répondre. Ces mots,
venant de cet homme qu'elle avait tant détesté, la touchèrent d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. « Nous verrons si votre empire mérite d'être sauvé, » dit-elle simplement avant de partir. Sur le chemin du retour, elle repensa à la tournure incroyable que sa vie avait prise. En l'espace de quelques semaines, elle était passée du statut de simple serveuse à celui d'héritière d'un empire en crise. Le destin avait un sens de l'ironie particulièrement cruel, mais au fond d'elle-même, une petite voix lui disait que peut-être, juste peut-être, tout cela avait un sens, que la fille d'Irène Olmos était exactement la personne dont le groupe Roche avait besoin pour retrouver son âme, Mademoiselle Castaigne. « Êtes-vous prête ?» Florence ajusta nerveusement sa veste pour cette première apparition officielle en tant que membre du conseil d'administration du groupe Roche. Elle avait opté pour un tailleur bleu nuit sobre mais élégant, un compromis entre son style personnel et l'image corporative qu'on attendait d'elle. « Aussi prête que possible », répondit-elle à la responsable des relations publiques qui l'accompagnait. 3 jours s'étaient écoulés depuis qu'elle avait accepté la proposition d'Alain, 72 heures durant lesquelles sa vie avait été complètement bouleversée. La reconnaissance officielle de paternité avait été enregistrée, les papiers signés, et les médias s'étaient emparés de l'histoire avec voracité. La serveuse humiliée qui se révélait être la fille cachée du magnate déchu, à sa grande surprise, l'opinion publique semblait majoritairement de son côté. Son histoire résonnait comme un conte moderne de Cendrillon, mais avec une dimension de justice sociale qui touchait les gens. « L'assemblée des actionnaires va commencer dans 5 minutes, l'informa la responsable RP. Monsieur Maxime vous attend près de l'entrée. Florence acquiesça et se dirigea vers le grand auditorium du siège du groupe. En chemin, elle croisa plusieurs employés qui la saluèrent respectueusement, certains avec curiosité, d'autres avec une approbation silencieuse. Maxime l'attendait comme prévu, impeccable dans son costume gris anthracite. Il avait été son roc durant ces 3 jours chaotiques, l'initiant aux complexités du groupe et la préparant à cette confrontation cruciale avec les actionnaires. « Et prête pour le grand bain ?» demanda-t-il avec un sourire encourageant. « Je n'ai pas vraiment le choix, n'est-ce pas ?» répondit-elle en essayant de maîtriser sa nervosité. « Tu vas être parfaite. Ces requins sentent la peur. Montre-leur que tu n'as pas peur. » Ils entrèrent ensemble dans l'auditorium déjà presque plein. Des dizaines de regards se tournèrent vers eux. Florence repéra immédiatement Alain, assis seul au premier rang. Il semblait étrangement petit, diminué, comme si le poids des scandales avait physiquement comprimé sa présence. Maxime la guida jusqu'à leur place, juste à côté d'Alain. Celui-ci inclina simplement la tête en guise de salut. Visiblement tendu, à 10 heures précises, André Mercier, le président du conseil de surveillance, prit place au pupitre. C'était un homme imposant à la chevelure argentée, connu pour sa poigne de fer. « Mesdames et messieurs les actionnaires, nous sommes réunis aujourd'hui dans des circonstances exceptionnelles. » Commença-t-il d'une voix grave. Les révélations des derniers jours concernant certaines pratiques du groupe et de son président directeur général ont sérieusement menacé la pérennité de notre entreprise. Des murmures parcoururent l'assemblée. Florence sentit Maxime se tendre à côté d'elle. L'ordre du jour de cette assemblée extraordinaire comporte 2 points. Poursuivit Mercier. Premièrement, se prononcer sur la destitution d'Alain Roche de ses fonctions de PDG. Deuxièmement, décider de l'avenir du groupe, restructuration ou liquidation des actifs. Il marqua une pause théâtrale. Avant de procéder au vote, Alain Roche a demandé à s'exprimer une dernière fois devant cette assemblée. Alain se leva lentement et se dirigea vers le pupitre. Florence fut frappée par son apparence. Malgré son costume impeccable, il n'avait plus rien du tyran arrogant qui l'avait humilié. Il semblait humain. « Mesdames, messieurs », commença-t-il d'une voix étonnamment ferme, « je ne vais pas nier les faits qui me sont reprochés, ni chercher à justifier l'injustifiable. J'ai commis des erreurs, professionnelles et personnelles. » Son regard se posa brièvement sur Florence. « Pendant des années, j'ai dirigé ce groupe avec une seule obsession, la croissance à tout prix. J'ai négligé l'éthique, j'ai bafoué certaines règles. J'ai sacrifié des valeurs fondamentales sur l'autel du profit, et aujourd'hui, nous en payons tous le prix. » Il prit une profonde inspiration. « Je me tiens devant vous pour annoncer que je démissionne volontairement de mes fonctions de PDG du groupe Roche. » Des exclamations de surprise retentirent dans la salle. Cette démission volontaire privait les actionnaires du plaisir de le destituer. Cependant, poursuivit Alain,
Je vous demande de ne pas punir les milliers d'employés du groupe pour mes erreurs. Ne détruisez pas ce que nous avons bâti ensemble. Donnez une chance à la nouvelle génération de reconstruire sur des bases plus saines. » Il se tourna vers Florence et Maxime. « Mes enfants ont préparé un plan de restructuration qui mérite votre attention. Je vous demande de les écouter avant de prendre votre décision. » Sur ces mots, il quitta le pupitre et retourna s'asseoir, sous les chuchotements frénétiques de l'assemblée. Mercier reprit la parole. « Nous avons effectivement reçu une proposition de restructuration signée par Maxime Roche et, il consulta ses notes, Florence Castaigne-Roche, récemment reconnue comme fille d'Alain Roche. Souhaitez-vous présenter votre plan ?» Maxime lança un regard interrogateur à Florence. Ils avaient convenu qu'il prendrait la parole, mais soudain, elle comprit que ce moment était crucial, que c'était à elle de parler, à elle de convaincre. « J'y vais », murmura-t-elle en se levant. Le trajet jusqu'au pupitre lui parut interminable. Elle sentait tous les regards fixés sur elle. La nouvelle venue, l'inconnue, la fille illégitime surgissant du néant pour réclamer sa place. « Mesdames, messieurs », commença-t-elle d'une voix qu'elle s'efforça de rendre assurée, « je me présente devant vous aujourd'hui dans des circonstances pour le moins inhabituelles. Il y a encore un mois, je servais des clients à l'hôtel Roche en tant que simple employée. Aujourd'hui, je découvre que je suis la fille de l'homme qui a bâti cet empire. » Elle fit une pause, observant les réactions dans la salle. Certains visages exprimaient du scepticisme, d'autres de la curiosité. « Je ne vais pas prétendre être une experte en gestion d'entreprise, je laisse cet aspect à mon frère. » Maxime, dont la compétence n'est plus à démontrer. Elle se redressa, trouvant soudain une assurance qu'elle ne se connaissait pas. « Mais je connais quelque chose que beaucoup ici semblent avoir oublié, la valeur du travail honnête. J'ai passé ma vie à travailler dur, à respecter les règles, à traiter les autres avec dignité. Et c'est précisément ce dont le groupe Roche a besoin aujourd'hui. » Elle déroula alors le plan qu'elle avait élaboré avec Maxime, une restructuration complète avec un accent mis sur l'éthique des affaires, la transparence fiscale, le respect du droit du travail, la création d'une fondation dédiée aux causes sociales, un nouveau code de conduite pour tous les cadres du groupe. « Ce plan n'est pas juste une opération de relations publiques, » précisa-t-elle. « C'est un engagement sincère à faire les choses différemment et je m'engage personnellement à veiller à son application. » Elle termina par une déclaration qui fit mouche. « Je n'ai pas le nom Roche sur mon acte de naissance. Je n'ai pas grandi dans le luxe et les privilèges. Mais aujourd'hui, j'accepte cette part de mon héritage. Non pas pour profiter de sa richesse, mais pour réparer ses erreurs. » Quand elle retourna à sa place, le silence dans la salle était assourdissant. Puis, lentement, quelques applaudissements se firent entendre. D'abord hésitants, puis plus assurés. Mercier reprit la parole, visiblement ébranlé par cette intervention. « Nous allons maintenant procéder au vote. » Les minutes qui suivirent furent parmi les plus longues de la vie de Florence. Les actionnaires discutaient entre eux, certains avec animation. Finalement, Mercier annonça les résultats. Concernant la démission d'Alain Roche, acceptée à l'unanimité. Ce n'était pas une surprise. Alain resta impassible. Concernant l'avenir du groupe, le plan de restructuration proposé par Maxime Roche et Florence Castaigne-Roche est approuvé à 68% des voix. Un soupir collectif de soulagement parcourut la salle. Florence sentit la main de Maxime serrer la sienne sous la table. Le conseil d'administration se réunira cet après-midi pour désigner une nouvelle direction, conclut Mercier. La séance est levée, alors que les actionnaires commençaient à quitter la salle. Beaucoup vinrent saluer Florence et Maxime, certains avec un respect nouveau dans le regard. Alain s'approcha d'eux en dernier, l'air étrangement serein. « Félicitations, dit-il simplement. Vous avez sauvé le groupe. »« Nous avons sauvé les emplois, » corrigea Florence. « Le groupe n'est qu'une structure. Ce sont les gens qui comptent. » Alain la considéra longuement, puis acquiesça. « Tu as raison. C'est une leçon que j'aurais dû apprendre il y a longtemps. » Avant qu'elle puisse répondre, un groupe de journalistes s'approcha, avide de déclarations, dans le tourbillon médiatique qui suivit. Florence se retrouva propulsée sous les projecteurs, répondant à des questions sur sa nouvelle vie, ses projets pour le groupe, sa relation avec Alain. À un moment donné, une journaliste lui demanda « Comment vous sentez-vous de passer du statut de serveuse humiliée à celui d'héritière d'un empire ?» Florence fixa la caméra, soudain consciente que sa réponse serait vue par des millions de personnes.
« Je ne me considère pas comme une héritière, dit-elle fermement. Je me vois comme une gardienne, de valeurs, d'emploi et d'une chance de faire les choses différemment. » Cette réponse fit le tour des médias dans les heures qui suivirent. L'histoire de Florence Castaigne-Roche devint le symbole d'une possible rédemption pour le monde des affaires, entachée par les scandales. Ce soir-là, épuisée mais satisfaite, Florence rentra chez elle pour trouver sa grand-mère qui l'attendait, le journal du soir ouvert sur ses genoux. « Ma petite Florence, » dit simplement Marthe en ouvrant les bras, « ta mère serait si fière de toi. » Ces mots simples, plus que tous les événements de la journée, firent monter les larmes aux yeux de Florence. Dans cette tempête de changement, une chose restait constante. L'amour de sa famille, la vraie, celle du cœur, 3 mois s'étaient écoulés depuis l'assemblée extraordinaire qui avait scellé le destin du groupe Roche. 3 mois de travail acharné, de réunions interminables et de décisions difficiles. Florence contemplait la ville de Lyon depuis son nouveau bureau au dernier étage du siège, un bureau qu'elle n'avait accepté qu'après de longues discussions. Elle aurait préféré un espace plus modeste. Mais Maxime avait insisté sur l'importance des symboles dans le monde des affaires. « Tu dois projeter l'autorité que tu as maintenant », avait-il argumenté. « Comme tu l'as dit toi-même, tu es la gardienne de quelque chose d'important. » Florence avait cédé, mais à sa façon, elle avait fait redécorer l'espace dans un style épuré. Remplaçant le luxe ostentatoire d'Alain par une élégante sobriété, les seules touches personnelles étaient une photo de sa mère et de sa grand-mère sur le bureau et un tableau représentant les quais de Saône qu'elle avait acheté à un artiste de rue. On frappa à la porte. Maxime entra, accompagné de Claire Dupont. « La nouvelle directrice des ressources humaines, les chiffres du premier trimestre post-restructuration sont arrivés », annonça Maxime en posant un dossier devant elle. « Tu vas être surprise. » Florence parcourut rapidement les documents, contre toute attente, après une chute initiale. Les actions du groupe avaient commencé à remonter. Les mesures d'éthique et de transparence qu'ils avaient mises en place semblaient porter leurs fruits. Les investisseurs éthiques commencent à s'intéresser à nous, expliqua Claire, et la fondation Irène Olmos a généré un capital sympathie considérable auprès du public. La fondation était le projet le plus cher au cœur de Florence. Créée en mémoire de sa mère, elle soutenait les mères célibataires en difficulté, en leur offrant formation, garde d'enfants et aide au logement. Florence y consacrait une partie importante de son temps, déléguant davantage les aspects purement financiers du groupe à Maxime. « Et les employés ?» demanda Florence. Comment réagissent-ils au changement ? Claire sourit, visiblement satisfaite de pouvoir répondre à cette question. Le moral remonte progressivement. Les nouvelles conditions de travail et l'amélioration des salaires des plus bas échelons ont été très bien accueillis. Et le programme de participation aux bénéfices que vous avez instauré a créé un véritable sentiment d'appartenance. Florence hocha la tête, soulagée. C'était sa priorité depuis le début. Humaniser le groupe, faire en sorte que chaque employé se sente valorisé, respecté. Il y a autre chose, ajouta Maxime quand Claire fut partie. Victor Leblanc souhaite te rencontrer. Florence fronça les sourcils. Victor Leblanc, l'ancien chef de la sécurité qui avait vendu les secrets du groupe à la presse, avait disparu de la circulation après le scandale. Pourquoi accepterais-je de le voir ? Il dit avoir des informations importantes sur Alain. Florence soupira. Alain Roche s'était retiré dans sa villa de Provence après sa démission. Coupant pratiquement tout contact avec le monde des affaires, il n'avait assisté à aucune des réunions du conseil d'administration, bien qu'il en reste membre, et n'avait fait aucune déclaration publique. « Très bien, céda-t-elle. Mais je veux que tu sois présent. » L'après-midi même, Victor Leblanc fut introduit dans son bureau. L'homme semblait moins assuré qu'elle ne l'imaginait, nerveux même, jetant des regards furtifs autour de lui. « Merci de me recevoir, mademoiselle Castaigne », commença-t-il en déclinant poliment l'offre de s'asseoir. « Je serai bref. » Il sortit une enveloppe de sa veste et la posa sur le bureau. « Votre père est en danger. » Florence et Maxime échangèrent un regard surpris. « Quel genre de danger ?» demanda Maxime. « Le genre qui se traite avec des médecins, pas avec des gardes du corps. » Leblanc désigna l'enveloppe. « Il cache sa maladie depuis des mois, un cancer du pancréas, stade avancé. Les médecins lui donnent moins de 6 mois. » Florence sentit une émotion inattendue l'envahir. Malgré tout ce qu'Alain lui avait fait, malgré les années d'absence, l'idée de sa mort prochaine la bouleversait d'une manière qu'elle n'aurait pas anticipée. « Comment êtes-vous au courant ?» demanda-t-elle. «
Soupçonneuse? J'ai gardé certains contacts. Leblanc hésita. Écoutez, je sais que vous n'avez aucune raison de me faire confiance après ce que j'ai fait, mais je connais Alain depuis 20 ans. Il a commis des erreurs, mais il mérite de ne pas mourir seul. Après le départ de Leblanc, Florence resta longtemps silencieuse, fixant l'enveloppe contenant les dossiers médicaux d'Alain. « Tu vas aller le voir ?» demanda finalement Maxime. « Je ne sais pas. » Florence se leva et s'approcha de la fenêtre. « Il a abandonné maman quand elle était enceinte. Il m'a humiliée publiquement pendant 25 ans. Il n'a jamais cherché à savoir si j'existais encore. Il a aussi sauvé la vie de ta grand-mère, » rappela doucement Maxime. C'était vrai. Fidèle à sa promesse, Alain avait personnellement veillé à ce que Marthe reçoive les meilleurs soins possibles. Grâce à un traitement expérimental qu'il avait financé, l'état de santé de la vieille dame s'était considérablement amélioré. « Je vais y réfléchir », dit finalement Florence. Ce soir-là, elle rentra tôt pour dîner avec sa grand-mère. Elles avaient emménagé dans un nouvel appartement, spacieux, mais sans ostentation, situé dans un quartier tranquille de Lyon. C'était l'un des rares luxes que Florence s'était accordé avec sa nouvelle situation financière. « Tu sembles préoccupée », remarqua Marthe en servant le dessert. Florence hésita, puis lui raconta la visite de Leblanc et la maladie d'Alain. Marthe l'écouta attentivement, son visage ridé empreint de sagesse. « Et tu te demandes si tu dois lui pardonner avant qu'il ne soit trop tard. »« Je ne sais pas si je peux pardonner, » admit Florence. « Mais je me demande si je dois au moins lui parler une dernière fois. » Sa grand-mère prit sa main dans la sienne. « Le pardon n'est pas quelque chose qu'on accorde aux autres, ma chérie. C'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. » Ces paroles résonnèrent en Florence toute la nuit. Le lendemain matin, sa décision était prise. La villa d'Alain en Provence était un havre de paix niché au milieu des vignes. Loin du luxe ostentatoire qu'elle avait imaginé, c'était une bastide provençale traditionnelle, belle mais sans excès. Le majordome qui l'accueillit semblait surpris de sa visite, mais la conduisit sans question dans le jardin, où Alain passait ses journées. Elle le trouva assis sous une pergola couverte de glycine, un livre abandonné sur ses genoux. Il avait encore maigri depuis la dernière fois qu'elle l'avait vu, et son teint avait cette pâleur caractéristique des malades graves. « Oh Florence !» Sa surprise était évidente. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. Victor Leblanc est venu me voir, » expliqua-t-elle sans préambule. « Il m'a parlé de votre maladie. » Alain ferma brièvement les yeux, comme pour rassembler ses forces. « Je vois, il n'aurait pas dû t'impliquer dans tout ça. » Pourquoi ne pas avoir prévenu Maxime? Il a le droit de savoir. Pour lui épargner ça, Alain fit un geste vague vers lui-même. Le spectacle pathétique d'un vieil homme qui se meurt. Florence s'assit en face de lui. « Ce n'est pas à vous de décider ce que Maxime peut ou ne peut pas supporter. C'est votre fils. » Un silence s'installa, troublé seulement par le chant des cigales et le bruissement du vent dans les feuilles. « J'ai suivi ce que vous avez fait au groupe, » dit finalement Alain. « Toi et Maxime, c'est impressionnant. Nous essayons de réparer vos erreurs, » répondit Florence. Plus sèchement qu'elle ne l'aurait voulu, Alain eut un sourire triste. « Et vous faites du bon travail, bien meilleur que je n'aurais pu faire. » Il l'observa un moment, et Florence fut troublée par la tendresse qu'elle lisait dans son regard, une tendresse qu'elle n'avait jamais connue de lui. « Tu ressembles tellement à ta mère, » murmura-t-il. « Pas seulement physiquement, tu as sa force, son intégrité, sa capacité à voir le meilleur chez les autres, même quand ils ne le méritent pas. » Florence sentit sa gorge se nouer. « Je ne sais pas si je vois le meilleur en vous. Tu es venu jusqu'ici, » fit-il remarquer doucement. « Ça signifie quelque chose. » Elle ne pouvait le nier. Quelque chose l'avait poussée à faire ce voyage. Un besoin de clôture, peut-être, ou un désir plus profond de comprendre cet homme qui était son père biologique. « J'aimerais vous demander quelque chose, » dit-elle finalement. « Avez-vous jamais aimé ma mère ? » Vraiment aimé ? La question sembla le toucher en plein cœur. Il ferma les yeux un instant, comme pour mieux voir dans ses souvenirs. « Irène a été le grand amour de ma vie, » répondit-il avec une sincérité qui la désarma. « La seule femme que j'ai jamais vraiment aimée, et l'abandonner a été la plus grande erreur de mon existence. Une erreur que j'ai payée par une vie entière de regrets. » Florence sentit des larmes lui piquer les yeux. Alors pourquoi? Parce que j'étais jeune, ambitieux et terrifié par l'idée de décevoir mon père. Alain secoua lentement la tête. Des excuses, tout ça, la vérité, c'est que j'ai manqué de courage.
Et ce manque de courage m'a coûté tout ce qui aurait pu donner un sens à ma vie. Ta mère, toi, une famille fondée sur l'amour plutôt que sur les convenances. » Il lui tendit une main tremblante. Après une hésitation, Florence la prit dans la sienne. « Je ne te demande pas de me pardonner, Florence. Juste de croire que si je pouvais remonter le temps, je ferais des choix différents. » Florence ne sut que répondre. Ce vieil homme diminué par la maladie, avec ses regrets et sa solitude, était si loin du tyran qu'elle avait imaginé pendant des années. « Je vais appeler Maxime, » dit-elle finalement. « Il doit venir vous voir, et nous parlerons de traitements possibles. » « Il n'y a plus de traitement possible, » répondit doucement Alain. « Juste du temps, un peu de temps. » Avant de partir, Florence se retourna une dernière fois vers lui. « Je reviendrai la semaine prochaine, avec Maxime. » Le sourire qu'Alain lui adressa contenait à la fois de la gratitude et une forme de paix qu'elle ne lui avait jamais vue. 1 an s'était écoulé depuis les révélations qui avaient bouleversé la vie de Florence. 1 an de transformation, de deuil et de nouveau départ. Alain Roche s'était éteint 6 mois après la visite de Florence à sa villa provençale. Ces derniers mois, il ne les avait pas passés seuls comme il l'avait craint. Florence et Maxime s'étaient relayés à son chevet, apprenant à connaître cet homme qui était leur père, découvrant ses regrets, ses espoirs, et parfois même, à leur grande surprise, son humour « je ne lui ai jamais pardonné » avait confié Florence à sa grand-mère après les funérailles. Mais j'ai fini par le comprendre. Marthe avait souri avec cette sagesse tranquille qui la caractérisait. Comprendre, c'est déjà une forme de pardon, ma chérie. En ce jour particulier, Florence se tenait devant le miroir de son appartement, ajustant sa tenue pour la cérémonie d'inauguration qui l'attendait. Une robe bleu nuit, simple mais élégante, complétée par le médaillon que sa mère lui avait laissé, son seul héritage véritable. « Tu es magnifique », dit Marthe en entrant dans la chambre. Sa santé s'était stabilisée grâce au traitement, et bien qu'elle reste fragile, elle avait retrouvé une énergie qui réjouissait Florence. « Nerveuse ?» demanda la vieille dame. « Un peu », admit Florence. « C'est un grand jour. » Le téléphone sonna. Maxime l'informait que la voiture les attendait en bas. Florence embrassa sa grand-mère. « Tu es sûre de ne pas vouloir venir ? » « Je regarderai à la télévision, » répondit Marthe avec un clin d'œil. « Ces choses-là, c'est pour les jeunes. Va briller, ma Florence. » La voiture les conduisit à travers Lyon jusqu'à un bâtiment flambant neuf dans le 7e arrondissement. Dès leur arrivée, Florence fut frappée par l'affluence. Journalistes, personnalités locales et surtout des dizaines de jeunes femmes accompagnées de leurs enfants. Maxime l'accueillit sur le perron, élégant dans son costume gris. Leur relation s'était approfondie au fil des mois, évoluant d'une alliance circonstancielle vers une véritable complicité fraternelle. « Prête ?» demanda-t-il avec un sourire encourageant. « Aussi prête que possible. » Ils entrèrent ensemble dans le bâtiment aux lignes épurées. Le hall principal était déjà rempli d'invités qui se tournèrent vers eux à leur entrée. Florence reconnut des visages familiers, Pierre Moreau, son ancien patron, Antoine, le maître d'hôtel de l'hôtel Roche, Claire Dupont des ressources humaines, et même, à sa grande surprise, Victor Leblanc, le maire de Lyon s'avança vers eux. « Main tendue, Mademoiselle Castaigne-Roche, c'est un honneur d'être présent pour cette inauguration. Votre initiative est remarquable. » Florence le remercia poliment, avant de prendre place sur l'estrade installée pour l'occasion. Devant elle s'étendait une mer de visages attentifs, et derrière, visible à travers les grandes baies vitrées, la ville qu'il avait vue naître, souffrir, et finalement s'épanouir. Quand vint son tour de parler, elle prit une profonde inspiration et s'approcha du micro. « Mesdames, messieurs, je vous remercie d'être venus si nombreux aujourd'hui pour l'inauguration du centre Irène Olmos. » Sa voix était claire, assurée, bien loin de la jeune serveuse intimidée d'1 an auparavant. Ce centre, financé par la fondation qui porte le nom de ma mère, n'est pas simplement un lieu d'accueil pour les mères célibataires en difficulté. C'est un symbole de ce qui peut naître des épreuves les plus douloureuses. Son regard balaya l'assemblée, s'arrêtant brièvement sur les jeunes femmes venues avec leurs enfants. Les premières bénéficiaires du centre, ma mère, Irène Olmos, a élevé seule son enfant dans une époque où cela était encore plus difficile qu'aujourd'hui. Elle n'a pas eu la chance d'avoir un endroit comme celui-ci, un lieu offrant formation professionnelle, garde d'enfants, soutien psychologique et juridique. Florence fit une pause, émue malgré sa préparation. «
le centre Irène Olmos est né d'une promesse que je me suis faite. Transformer la douleur en action positive, et il n'aurait pas vu le jour sans le soutien du groupe Roche, qui a accepté de réorienter une part significative de ses bénéfices vers des causes sociales. Des applaudissements nourris accueillirent cette déclaration. Le groupe Roche, jadis symbole d'avidité et de pratiques douteuses, avait entrepris, sous la direction conjointe de Florence et Maxime, une métamorphose remarquable. Je voudrais également remercier mon frère, Maxime Roche. Poursuivit-elle en se tournant vers lui avec un sourire chaleureux. Sans son expertise et son soutien indéfectible, rien de tout cela n'aurait été possible. Maxime inclina modestement la tête, visiblement ému. Enfin, conclut Florence, je souhaite dédier ce centre à toutes les Irène Olmos d'aujourd'hui et de demain, à toutes ces femmes qui, malgré les obstacles, se battent chaque jour pour offrir un avenir à leurs enfants. Ce lieu est le vôtre. Il est votre maison, votre chance, votre tremplin vers une vie meilleure. Les applaudissements qui suivirent étaient assourdissants. Florence coupa symboliquement le ruban, ouvrant officiellement les portes du centre, puis guida les invités pour une visite des installations, salles de formation, espaces de coworking, crèches ultramodernes, appartements temporaires pour les situations d'urgence. Au cours de la réception qui suivit, Florence se trouva un moment seule avec Maxime près du buffet. « Père aurait été fier », dit-il doucement. Florence considéra ces mots. « Je ne l'ai pas fait pour lui. Je sais. » Maxime sourit. « Mais il aurait été fier quand même. Dans ces derniers jours, il me parlait souvent de toi. Tu sais, de ta force, de ton intégrité. Il disait que tu avais donné un sens à toute cette histoire. » Florence sentit une émotion inattendue l'envahir. Sa relation avec Alain avait été complexe jusqu'à la fin. Ni tout à fait réconciliation, ni tout à fait rejet, une sorte d'acceptation mutuelle de ce qui avait été et de ce qui ne pourrait jamais être. « Le groupe va bien », reprit Maxime en changeant de sujet. Les nouveaux investisseurs éthiques ont plus que compensé le départ des anciens et notre programme de restaurants-écoles commence à porter ses fruits. C'était une autre facette de la transformation du groupe Roche. Sous l'impulsion de Florence, ils avaient lancé un réseau de restaurants où d'anciens employés en reconversion formaient des jeunes issus de milieux défavorisés au métier de la gastronomie. « Et toi, comment vas-tu » demanda Maxime avec un regard perçant. « Vraiment ?» Florence réfléchit à la question. Comment allait-elle, après cette année de bouleversement? Elle qui avait perdu son anonymat, découvert un père, puis l'avait vu mourir, pris les rênes d'un empire commercial, tout en essayant de le transformer. « Je vais bien, » répondit-elle finalement. Différemment, mais bien. C'était la vérité. La colère qui l'avait habitée pendant si longtemps, contre Alain, contre l'injustice de sa situation, s'était progressivement transformée en une détermination constructive. Plus tard dans la soirée, alors que les invités commençaient à partir, Florence s'éclipsa vers le jardin intérieur du centre. Là, à l'abri des regards, était installée une petite plaque commémorative avec la photo d'Irène Olmos et une simple citation « La véritable richesse est dans la dignité et la compassion ». Florence effleura doucement le visage de sa mère du bout des doigts. « J'espère que tu serais fière », murmura-t-elle. Une voix la fit sursauter. Elle le serait certainement. Florence se retourna pour découvrir une femme âgée qu'elle n'avait jamais vue. « Pardonnez-moi », dit l'inconnu. « Je ne voulais pas vous faire peur. Je suis Elisabeth Martinet. J'étais une amie d'Irène. » Florence la dévisagea avec stupéfaction. « Vous connaissiez ma mère ? Nous avons travaillé ensemble, avant votre naissance. » Elisabeth sourit avec nostalgie. Elle parlait souvent de ce qu'elle ferait si elle avait les moyens d'aider d'autres femmes dans sa situation, ce centre. C'est exactement ce qu'elle aurait voulu créer. Des larmes montèrent aux yeux de Florence. Rencontrer quelqu'un qui avait connu sa mère, qui pouvait lui parler d'elle, au-delà des quelques souvenirs flous qu'elle conservait, c'était un cadeau inespéré. « J'aimerais beaucoup en savoir plus sur elle », dit Florence d'une voix émue. « Si vous avez du temps ?»« Ah, tout le temps que vous voudrez », répondit gentiment Elisabeth. Quand Florence quitta finalement le centre cette nuit-là, une étrange sérénité l'habitait. Le chemin parcouru depuis ce soir fatidique où elle avait renversé du vin sur Alain Roche semblait irréel. Un conte moderne où l'humiliation s'était transformée en rédemption. La colère en action positive, la solitude en connexion nouvelle, dans la voiture qui la ramenait chez elle, elle repensa aux paroles de sa grand-mère.
La véritable richesse est dans la dignité et la compassion. Ces mots qu'elle avait fait graver sous la photo de sa mère n'étaient pas seulement un hommage. Ils étaient devenus sa boussole personnelle, sa philosophie de vie. À l'appartement, elle trouva Marthe encore éveillée, l'attendant avec une tasse de thé. « Alors ?» demanda la vieille dame avec un sourire complice. « C'était parfait », répondit simplement Florence en s'asseyant à ses côtés. « Je t'ai vue à la télévision. Tu étais magnifique. » Et ce centre, Irène aurait été si fière. Florence prit la main de sa grand-mère dans la sienne. « J'ai rencontré quelqu'un qui la connaissait. Elle va me parler d'elle, me raconter des histoires que j'ignore. » Les yeux de Marthe s'illuminèrent. « C'est merveilleux, ma chérie. » Elles restèrent ainsi un long moment, partageant cette paix nouvelle qui les habitait. Dans le salon, sur une petite table, était posée la dernière édition du magazine économique régional, en couverture, une photo de Florence et Maxime, avec ce titre éloquent, « Les héritiers Roche, la renaissance d'un empire par l'éthique et l'innovation sociale ». Le monde des affaires avait d'abord ri de leur approche, la considérant comme naïve et vouée à l'échec. Aujourd'hui, il commençait à les imiter. « Tu sais, mamie, » dit doucement Florence, « je crois que nous avons réussi à transformer quelque chose de brisé en quelque chose de beau. » Marthe serra sa main avec tendresse. « C'est ce que les femmes fortes font depuis la nuit des temps, ma Florence. Elles transforment la douleur en beauté. » Et dans cette nuit lyonnaise, Florence Castaigne-Roche, jadis simple serveuse humiliée, désormais architecte d'un nouveau modèle d'entreprise et fondatrice d'un centre d'aide aux femmes en difficulté, sut avec certitude que son voyage ne faisait que commencer